Salut à tous et bienvenue à ce 3 ou 4e reboot du Fringe Show parce que oui, pour le meilleur et pour le pire, je continue d'être régulier dans mon irrégularité. Et yes, j'ai eu le mot. L'autre fois, j'essayais de dire irrégularité 8 fois de suite puis ça marchait pas. Tester le nouveau concept du Fringe Show, l'enregistrement se fait en live sur ma chaîne Twitch, donc le Fringe Channel également. Et ça va être par la suite rediffusé sur YouTube, sur la chaîne du podcast, le Fringe Show Podcast, ainsi que sur les plateformes de podcast si vous aimez écouter ça dans vos petites oreilles quand vous allez marcher ou dans votre auto quand vous faites de la route jusqu'à Québec. Ou si vous êtes comme moi, plus souvent jusqu'à Gatineau parce qu'on a des petits fédéralistes dans notre cercle d'amis. Au menu aujourd'hui, jeux de société, jeux vidéo, romans, téléséries et en introduction, fallait bien que je fuck un mot quelque part, une très brève chronique sur l'argent, parce que oui, même si ça reste un show sur la culture, ça prend une bonne gestion de ses finances pour pouvoir pratiquer nos hobbies. Puis il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vingtaine, c'est que si vous contrôlez pas votre argent, c'est lui qui va vous contrôler. Bon Fringe Show! Hey! J'ai pas pesé sur aucun mauvais bouton. J'ai failli, par exemple. J'ai failli peser sur un mauvais bouton. Parce que ça a l'air con. Je suis habitué de streamer sur Twitch régulièrement, mais quand tu te trompes, c'est pas plus grave que ça. Mais là, vu que je sais que je veux le rediffuser puis que je suis un peu rouillé du podcast, ben voilà, une erreur ne se fera pas attendre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde, ceux qui l'écoutent en rediffusion peut-être, en audio quelque part. Je suis toujours surpris de voir sur Balado Québec la quantité de téléchargement des vieux épisodes que j'ai mis. Des fois, j'ai l'impression que c'est des chiffres qui sont gonflés. Rien n'est possible, mais bref. Alors, si vous écoutez ça en rediffusion, en audio, santé. Si vous écoutez ça en audio seulement puis que vous le saviez pas, ben je me répète, mais vous pouvez voir la version vidéo soit en live sur Twitch. Je vais toujours l'enregistrer en live. Par contre, ça sera pas toujours un horaire fixe parce que bon, ça va dépendre de mes corps de travail. Je vais vous expliquer aussi un petit élément qui manque du concept qui fait que ça change en fait le moment où je pourrais enregistrer, mais j'aimerais bien avoir un co-animateur. Alors l'appel est lancé. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse au sujet mentionné dans l'introduction, jeux vidéo, jeux de société, la littérature, les films, les téléséries et ou même les finances, vous n'avez pas besoin d'être un expert et un passionné de tous les sujets, mais ça serait le fun au moins deux, ou en tout cas une débrouillardise dans au moins des deux. Vous pouvez me contacter par message sur Instagram du Fringe Channel. Mon courriel, sinon, c'est fringechannel@pm.me. Bien sûr, tout ça, c'est dans les descriptions. Si vous avez mon Discord, vous pouvez m'écrire sur Discord, sur YouTube en commentaire. Il y a plein de places où vous pouvez me rejoindre. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Je ne garantis rien. J'apprécie l'intérêt et le désir de n'importe qui m'écrira. Par contre, d'un, c'est sûr que ça me prend quelqu'un avec qui je suis capable, même si c'est pas le cas nécessairement initialement, il faut que je vois que je suis capable d'avoir une certaine connexion, une certaine chimie, parce que je veux que ça soit comme deux chums autour d'une bière, autour d'un café qui discutent de ce qui les passionne. Et je suis aussi très rigide. Ma blonde m'a fait comprendre depuis qu'on est ensemble, depuis toutes ces années, que j'ai quelques traits autistes. Et je suis quand même très rigide sur le professionnalisme. Ça reste un projet pour le plaisir. Là. Je demande pas à personne de m'écrire une thèse sur pourquoi Stranger Things c'est bon ou mauvais. Mais c'est sûr que si on se met une date pour enregistrer, je m'attends à ce que la personne soit là. Je m'attends à ce que la personne fasse un minimum de recherche pour avoir un sujet. Vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, bref, voilà. Je voulais juste mettre sur la table que j'aimerais bien avoir un co-animateur. Inquiétez-vous pas, on va attaquer les sujets, mais comme c'est le premier, je voulais quand même mettre la table, mettre une belle petite nappe, pas trop froissée, pour que vous ayez une idée de ce que j'ai envie de faire et ce à quoi je m'attends. Donc, avant que je continue de parler, ce soir, comme on enregistre en soirée, j'ai une petite Guinness Zéro. Alors, Slancha, santé. Je suis désolé, mais j'avais soif, j'avais envie de boire. Des fois, ce sera probablement enregistré plus tôt dans la journée avec un café aussi. Très possible. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Co-animateur, la raison, c'est que, bon, je suis habitué d'être tout seul. Ça me dérange pas d'être tout seul. Je suis capable, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, de parler tout seul longtemps.
Mais j'ai remarqué, c'est peut-être juste une question de préférence personnelle, mais tous les podcasts que j'écoute personnellement, je dis tout, je sais pas, il y a que les sites qui résonnent dans l'absolu, mais je pense que la bonne majorité, en fait, il y a toujours au minimum 2 personnes, si c'est pas 3. Puis je trouve que ça ajoute une dynamique. Ça permet des fois de se faire challenger sur son opinion ou le point qu'on amène. Ça permet d'échanger l'excitation pour un produit, un film, un livre qui s'en vient. Ça permet de débattre. Ça l'ajoute une deuxième dimension. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais ça. J'aimerais vraiment savoir quelqu'un. Idéalement, ce serait quelqu'un qui a envie d'être là à chaque semaine. Si je suis pas capable de trouver quelqu'un à chaque semaine, ben ça sera peut-être un peu comme depuis quelques années, depuis le départ de Monsieur Turcotte, à tout le monde en parle, le foot du roi il change, ben peut-être que ce sera ça, mais dans un monde parfait, pour vrai, il y a quelque chose que, écoutez, je le sais pourquoi il n'y a aucun, tu sais, que ce soit ma chaîne YouTube, sur Twitch ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui décolle et qui prend de l'ampleur depuis un bon moment. Puis je m'en plains pas, je le dis pas comme si c'est négatif. Je vais juste dire, je sais pourquoi, objectivement. C'est parce que je suis pas constant et régulier. Puis ce que je vais dire là, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais c'est aussi quelque chose que je vis moi-même en tant que consommateur de contenu. Euh, on aime cette espèce de petite routine-là réconfortante de quelque chose qu'on connaît, qu'on sait à quoi s'attendre. Donc, le fait d'avoir le même co-animateur puis de publier le show, pour l'instant, mon intention, c'est bon, là, on l'enregistre aujourd'hui, on est samedi, mais c'est de le publier par la suite, la rediffusion à tous les mardis. Ben, les gens savent, le mardi, il y a Fringe, puis il y a tel autre co-animateur qui va être là. C'est cool, puis là, tu te fais ta petite routine de café, comme moi, j'avais ma petite routine de conduire UPS pour le contrat que j'ai pris pendant les fêtes, je vais en reparlerai, mais j'écoutais justement de l'autre côté du plateau un podcast et jeux de société. Alors voilà. Sur ces paroles, on a des gens qui se manifestent dans le clavardage du stream. Donc, salut PowerNap. Ben voyons donc, David. Non, moi c'est pas David, mais ça m'a fait penser à ça. Bon, c'est un inside pour ceux qui connaissent Ben voyons donc, David. Cigogne Bologne, un de mes bons amis, qui dit le vin, il est-tu fourni quand on est fou du roi? Si t'étais dans le coin, je te fournirais la bière, mais t'es un peu loin. Mais il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. Et Canadienne qui dit 40% des parts. Ben écoute, je vais te donner une coupe de scène, ça va être à peu près ça. Si je me fie à mon AdSense de YouTube, 40% de pas grand-chose, c'est quand même 40% de quelque chose. Désolé du retard, la faute de la notification tardive. Aucun problème, merci à vous autres d'être là, c'est bien smart. Donc voilà, c'est ça. Fait que co-animateur, c'est fait. Maintenant, le concept en fait du podcast, la raison pourquoi il y a plein de sujets, puis qu'il y a même les finances pitchées en plein milieu de tout ça, qui a pas l'air de fitter avec la patente. Ah d'ailleurs, je pensais pas nécessairement laisser le chat dans la rediffusion, mais pour cet épisode-ci, il y sera, tant qu'à l'enlever de même. Ah non, attendez, je vais juste faire de quoi rapido presto! Je pense que je suis mieux de l'enlever juste au cas où on sait jamais quand quelqu'un. Tu sais, vous autres, je suis pas stressé, mais quelqu'un qui arrive de nulle part puis qui dit des obscénités puis que là, je suis pogné avec ça sur mon écran quand je vais vouloir le republier sur YouTube. Voilà, désolé. J'avais oublié de faire ça. Donc, c'est ça. Pourquoi il y a plein de sujets, en fait. Bon, la plupart sont similaires. C'est la culture geek avec les jeux de société, vidéo. La lecture peut être un peu à part. Tu sais, c'est pas tout le monde qui lit, c'est pas tout le monde qui parle de lecture. Mais veut pas combien de jeux, combien de films, combien d'univers sont adaptés à la base d'un roman. Donc, puis moi, je suis à fond de retour là-dedans. Je vais y revenir quand on va toucher à la section des romans. Mais bref. Ben c'est simple, en fait. C'est que je ne suis pas j'ai encore oublié d'aller vérifier, mais il y a une expression qui dit que tu es compétent dans plein de choses, mais master of none. C'est moi ça. Tu sais, je me vois pas faire un podcast 100% exclusivement sur les jeux de société. Parce que je suis pas un expert, puis j'ai recommencé dans les derniers mois à m'y replonger. Si vous voulez des podcasts de gens qui savent tout sur les jeux de société, il y en a plein. Tantôt, je parlais de l'autre côté du plateau avec Martin et Martin. Un des Martins, c'est un enseignant en histoire, si je ne me trompe pas, au secondaire. L'autre Martin, c'est Martin Montreuil. Salut, Docteur Robot! J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur le premier épisode du Fringe Show, donc un reboot de mon podcast.
Martin Montreuil, qui est le CEO de Randolph et Scorpion Masqué. J'écoute On joue dessus. C'est un Québécois qui habite en Suisse, puis il est avec ses copains européens. Et puis il y en a plein d'autres, là. C'est juste pour vous donner un exemple. Faire un podcast ou une chaîne YouTube spécifiquement, exclusivement sur les romans, même chose. Je commence à me remettre dans la lecture des romans. Ça fait des années que j'étais plus dans les biographies, les livres de croissance personnelle, des finances personnelles. Donc, j'ai toujours le sentiment d'imposteur. J'ai pas de matière à parler à toutes les semaines pendant 1 heure et demie de temps sur juste ça. Même chose, les jeux vidéo, juste les gens qui sont dans le chat. Docteur Robot, je ne sais pas parce que je ne te connais pas. Mais Canadian, PowerNap et Cigogne sont 3 gars qui connaissent tous plus les jeux vidéo que moi, qui sont tous plus des gamers que moi. Donc, encore une fois, si je suis tout seul à parler de jeux pendant 1 heure et demie, juste de jeux, j'ai l'impression que je suis encore une fois un imposteur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un mix de tout? Étant donné que je suis quelqu'un qui aime consommer plein de choses, le but du podcast, ben, ça va être tout simplement de partager qu'est-ce que j'ai testé récemment, qu'est-ce que je suis en train de lire. Si j'ai terminé un livre, ben, je vais pouvoir vous donner mon avis. Si j'essaye un jeu, je vais pouvoir vous en parler. En même temps, on va pouvoir parler quand il va y avoir des trucs qui attirent mon attention dans l'actualité sur chacun de ces sujets-là. On va pouvoir en parler. Et pourquoi les finances? Ben, les finances, ça va toujours être la petite intro au début. Ça sera jamais trop long. Je veux pas que ça prenne trop de place. Le but, ça va toujours être juste de partager une information ou un conseil. Donc, parce que ça fait longtemps que je veux aider les gens à bien gérer leur argent. J'ai moi-même appris sur le tard de manière autodidacte à avoir une gestion de mes finances saine. J'ai remboursé toutes mes dettes à la fin de la vingtaine. Bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas un gros revenu, on en reparlera aussi, mais j'essaie de gérer mon argent justement en suivant toutes les règles que je me suis établi. Et j'ai envie d'aider les gens, mais j'ai pas envie, j'ai toujours tourné autour du pot. Un Canadien, il dit, je connais surtout le jeu Parent Simulator. Ouais, un papa fédéraliste. Mais c'est ça, j'ai essayé pendant un certain temps dans la dernière année de trouver comment je pourrais faire une chaîne ou du contenu sur les finances pour finalement réaliser que j'ai pas envie de faire. Et je pourrais pas faire du contenu que sur les finances. Même affaire, à un moment donné, les trucs de finances personnelles, t'es nommés, fait que je le sais, j'en écoute plein de podcasts sur les finances personnelles, puis tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour, c'est les mêmes trucs qui reviennent. C'est bon de les réentendre, c'est toujours le fun, c'est toujours intéressant, mais c'est les mêmes trucs. Et je suis pas non plus un expert, je veux dire, je suis quelqu'un, je considère qu'il y a des connaissances peut-être un peu au-dessus de la moyenne en termes de gestion saine, mais je suis pas non plus un expert, je suis pas un planificateur financier, donc même chose que tantôt. Le sentiment de l'imposteur, je me vois pas juste commencer à faire une chaîne juste sur l'argent, je me ferais chier puis je me gosserais. Je l'ai en fait essayé puis ça m'a gossé. Alors je me suis dit, tu veux aider les gens un peu avec l'argent, tu veux parler d'affaires geek, t'es pas un expert dans rien, mais tu as des connaissances dans un peu tout, ben parle d'un peu tout, puis utilise une petite tribune au début du podcast, un petit 5-10 minutes, pour partager un truc financier. Comme ça, les gens, ils viennent t'écouter parler de trucs geeks, puis en même temps, ben, s'ils sont capables de tirer un petit truc pour leur argent dans le futur, ben pourquoi pas? Parce que toutes ces passions-là, les jeux vidéo, les jeux de société, les livres, bon, il y a manière de les pratiquer pour pas trop cher, mais ultimement, c'est toutes des choses qui demandent de l'argent. Donc, qui dit bonne gestion, dit possibilité de se permettre certaines choses. Captain Phoenix! Comment ça va, mon cher? Les pires, ça, les pères fédéralistes. Ben oui, ça élève leurs enfants en disant Québec sale! Je dis n'importe quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, qui connaissent pas Canadian, on niaise avec ça depuis longtemps. Donc voilà. Alors, je voulais juste mettre la table, comme je dis, pour qu'est-ce que sera le Fringe Show en allant de l'avant. Ça se dit pas vraiment. Bref, pour le futur. Fait qu'on va commencer, la petite information financière. Ça va pas pire, moi, Captain Phoenix. Je suis content que tu sois là. C'est toujours agréable de discuter avec toi. On se parle pas nécessairement canadienne, PowerNap, Cigogne sont des chums avec qui je parle en dehors des streams un peu plus régulièrement. Donc il y a des gens avec qui j'ai quand même beaucoup d'affinités comme toi, que c'est agréable quand je te vois passer. Puis en plus, pour un événement comme le podcast, Why Not Peanut? Ok. Introduction pour les finances. On va y aller avec un petit top chrono, 5 minutes, entre 5 et 10, mais pas besoin d'aller plus loin que ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler qu'est-ce qu'un CELI, qu'est-ce qu'un REER et c'est quoi la différence entre les deux. Et désolé si jamais j'ai des Européens qui écoutent, ça va pas vous parler. Je suis certain, persuadé, que vous avez des comptes similaires. Donc, en gros, ce sont des comptes enregistrés auprès du gouvernement
où tes placements peuvent fructifier à l'abri de l'impôt. Donc, c'est un très, 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 très gros résumé, là, mais c'est pour vous donner une idée. Aux États-Unis, ils ont le Roth IRA, ils ont leur 401k, ils ont le même des comptes avec des paramètres très, très, très similaires. Donc, je suis sûr que vous avez ça aussi en France. Mais au Québec, les deux gros qu'on entend tout le temps parler, c'est REER et CELI. Niveau finance, on peut parler d'arnaque comme Star Citizen. Ben, regarde, tantôt je parle d'espace dans ma section jeux vidéo. Je vais y revenir, Captain, sur Star Citizen. J'ai mon avis là-dessus que je partage toujours. Donc, on y reviendra sur est-ce que c'est une arnaque ou pas. Donc, c'est REER et CELI. J'ai essayé de dire REER et CELI dans le même mot, RELI. Il y a quelque chose qui vient toujours me friser l'oreille là, depuis des années. J'entends le nombre de fois que j'ai entendu soit des gens qui me le disaient à moi ou sur la place publique. Ah, un REER, c'est pas bon. Ou tu sais, c'est pas un bon placement, un REER. Puis à chaque fois, je suis comme. Je comprends qu'on est juste pas très bien éduqué sur les finances en Amérique du Nord, au Québec. Je sais plus là c'est comment à l'école secondaire, mais nous, quand on était jeunes, on n'avait pas vraiment de formation là-dessus, malheureusement. J'ai vu l'autre fois, c'est qui a partagé je pense que c'est Luc Poirier qui a partagé et une journée de plus à ne pas utiliser le théorème de Pythagore. Mais personne ne nous a montré à faire nos impôts, puis c'est quoi un REER, puis c'est quoi un CELI. Donc, un REER, un CELI, ce n'est pas un placement. C'est un type de compte. Tout simplement. À votre banque, vous avez un compte chèque, vous avez un compte d'épargne. Un REER, c'est un type de compte. Un CELI, c'est un type de compte. À l'intérieur de ce compte-là, vous allez déposer de l'argent et l'argent qui est dans ce compte-là, là, vous allez pouvoir le placer. Ce qui veut dire que tu peux avoir un REER et un CELI et que les deux ont exactement le même placement. Si je veux investir tout mon argent chez Apple, je ne vous conseille pas nécessairement de faire ça, mais c'est pour le bien de l'exemple. Dans mon REER, puis je veux aussi investir tout mon argent dans mon CELI chez Apple, je peux le faire. C'est un contenant. À l'intérieur du contenant, on met notre argent et lui, après ça, il est placé. Le placer, où il va être placé, bon là ça dépend, la banque peut vous offrir des types de comptes qui sont gérés par les planificateurs de votre banque qui va vous gérer qui va vous charger, c'est-à-dire un pourcentage comme frais. Donc souvent au Canada, on est une des places dans le monde où on a les plus grands frais de gestion de portefeuille, autour de 2% si c'est pas plus. Mais je vous lis dans un instant, je vais juste finir sur mon idée, puis je reviens à vous, messieurs. Mais c'est ça, c'est vraiment un type de compte. Donc, il faut arrêter de dire un REER, c'est pas bon. Je veux dire, ça veut rien dire. Dire qu'un REER, c'est pas bon, c'est comme dire qu'il y a des souliers rouges, ça court vite. Ça veut fuck all rien dire. Donc, ce sont des types de comptes. Et même, j'ai déjà eu la conversation avec mon frère, que j'aime beaucoup, mais il m'avait déjà dit un truc comme ça. Puis je suis comme, ben voyons donc. Le gouvernement fait plein d'affaires mauvaises, mais s'il y a une bonne affaire qui est faite, c'est bien de nous offrir des manières de placer de l'argent à l'abri de l'impôt. Alors, il faut donner à César ce qui lui revient. Maintenant que j'ai expliqué que c'est un type de compte, c'est quoi la grosse différence entre les deux? Regardez, ultimement, là, il y a plein de planificateurs financiers qui ont fait des tests puis des calculs, puis au final, à placement égal ou à montant égal dans les mêmes placements, c'est pas mal souvent le même argent à la fin. Mais c'est là où finance personnelle, il y a le mot personnel dedans. C'est du cas par cas, je peux pas vous dire ce qui est le mieux pour vous, mais en gros, c'est que le REER, vous l'avez sûrement déjà entendu plein de fois, c'est avant impôt que vos placements sont à l'abri de l'impôt. Ce qui veut dire, je vais vous mettre ça concret, on prend des chiffrons, tu fais 60 000 $ par année, tu mets 10 000 $ dans ton année, dans ton REER, et comme c'est avant impôt, ça veut dire que le gouvernement il va considérer que cette année-là, tu n'as pas fait 60 000, tu as fait 50 000. Donc le 10 000 que tu as mis dans ton REER, il est à l'abri de l'impôt, mais avant les déductions. Et ce qui veut dire, c'est que c'est dans le futur que tu vas payer de l'impôt sur cet argent-là quand tu vas le retirer. À l'inverse, le CELI, c'est de l'argent après impôt. Donc, tu reçois ta paye, tu as déjà été imposé sur ta paye, fait que tu fais 60 000 cette année, tu mets 10 000 dans ton CELI, tu vas quand même être imposé sur 60 000. Tu n'as pas le petit bonus de 10 000. Mais la nuance, c'est que là, tout l'argent que tu vas faire sur ton CELI, la croissance que tu vas avoir eue, quand tu vas le retirer dans le futur, tu ne paieras pas d'impôt. Donc, tu as payé ton impôt déjà sur ton 10 000, tu n'as plus besoin de payer l'impôt sur ta croissance. Le REER, tu ne payes pas d'argent sur ton 10 000 au début, tu vas payer de l'impôt quand tu vas le retirer. C'est la nuance entre les deux. Puis ben après, pour conclure, parce que je veux rester dans mon 5 minutes à peu près, puis je vais aller vous lire après ça, puis répondre à vos questions. Qu'est-ce qui est le mieux entre le CELI et le REER? Encore une fois, c'est du cas par cas. Ça devient
Ça dépend combien vous faites. Si vous pensez que vous êtes au top de votre salaire en ce moment et que vous allez faire moins d'argent dans le futur, ben vous êtes, exemple, si vous êtes dans une grande braquette salariale, donc vous faites énormément imposer, c'est mieux d'aller le mettre en général dans le REER, comme ça tu vas payer moins d'impôts cette année. Et dans le futur, quand tu vas être à la retraite avec en général un plus petit revenu, ben à ce moment-là, tu vas payer moins d'impôts parce que tu vas retirer moins d'argent. À l'inverse, si tu as un petit salaire comme moi en ce moment et que tu es dans une braquette d'imposition quand même basse, ben tu es aussi bien de mettre dans le CELI parce que idéalement, tu vas faire plus d'argent dans le futur, puis c'est à ce moment-là que tu vas en profiter. Bon, c'est très grosso modo. Si vous voulez un chiffre précis, qui est pas précis, mais qui est comme un guideline qui a été souvent donné, si vous faites plus que 50 000, souvent le REER va être plus avantageux. Si vous faites moins que 50 000, le CELI va l'être plus. Puis, bottom line, si vous savez toujours pas par où commencer, arrêtez d'overthinker la paralysie de l'analyse. Oui, c'est ça, la paralysie de l'analyse. Commencez avec le CELI, parce que le CELI, au pire, vous pouvez le déplacer après ça puis le mettre dans un REER. L'inverse, c'est plus difficile. Fait que tu ouvres ton CELI, tu mets ton argent dedans, le temps que tu t'instruises un peu, que tu t'informes, puis après ça, si tu veux le mettre dans le REER, tu peux toujours le faire. Fait que, tu sais, au pire, là, si tu fais rien parce que tu as peur entre lequel des deux il faut que je fasse, commence avec le CELI, puis au pire, tu le switcheras si jamais quelqu'un te conseille de le switcher. Alors voilà, c'était la chronique financière pour aujourd'hui. Donc, je vais aller vous lire rapidement. J'ai vu du coin de l'œil, effectivement, qu'on se faisait troller. Merci au Modo d'avoir réglé ça. C'est la beauté pour ceux qui ne sont pas familiers avec les streams en live. C'est la beauté de streamer. Donc, j'ai été diplômé en 2018 au secondaire. J'ai eu un seul cours de finance dans tout mon secondaire. Voilà, comme Capitaine Phoenix dit. Je sais pas maintenant c'est quoi, mais ça n'a aucun sens qu'on n'apprenne pas la base des comptes enregistrés, la base de la gestion du crédit, puis la base des finances personnelles. T'sais, on dit souvent comment faire nos impôts. À la limite, pour vrai, t'as pas tant besoin d'apprendre comment faire tes impôts. Là. C'est pas très compliqué. Puis quand tu as juste un revenu, tu peux le faire par un comptable. Mais de savoir comment gérer ton argent au jour le jour, comment gérer ton salaire qui rentre, tes dépenses, comment faire un budget, il me semble que ça serait important. C'était écœurant, les CELI et REER. Ben oui, PowerNap qui est dans sa nouvelle aventure d'investissement. Ouais, merci encore pour le troll. Faisait longtemps que j'en avais pas ban. Good! Ben écoutez, si jamais vous voulez revenir sur l'argent après, gênez-vous pas dans le chat, on y reviendra. Mais comme je disais, je voulais que ce soit une chronique. Je suis dedans, j'ai dit 5 à 10 minutes. Quand j'ai commencé la chronique, il était 7h40, il était 48. Rock on! OK. Maintenant, on passe dans le meat. On passe dans les trucs geeks après cette gorgée qui vous est présentée par Guinness Zero. Donc, j'ai envie de commencer avec les jeux de société. Dans la dernière année, ma blonde me demandait souvent « Hey, on joue-tu un jeu? » Puis souvent, je disais non. J'avais pas le goût, mais il faut dire aussi que, puis c'est pas pour aller là, c'est pas pour aller dans le gros négatif, mais j'étais un peu dépressif là avec pour ceux qui sont pas au courant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le French Channel sur YouTube que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Le dur retour de la Compostelle. Puis j'ai essayé de rentrer dans une formation, dans un programme d'Air Transat pour devenir pilote, puis ça n'a pas fonctionné. Mais tout a fonctionné en fait. J'étais accepté, sauf le côté financier. Puis après ça, je savais tellement pas quoi faire, puis je suis tellement écœuré, un petit peu désillusionné du marché du travail que, en fait, il n'y a pas grand-chose qui me tentait. Ça a été la période, là, quand je pense aux 5 dernières années. 2025 a été l'année où j'ai le moins gamé aux jeux vidéo. Chaque fois que ma blonde voulait jouer à des jeux de société, ça me tentait pas. Faut que je lis les instructions, j'ai pas trop envie. Bref. Et là, ben, je suis de retour, j'ai envie, je suis retombé dans la vibe, j'ai recommencé à écouter les podcasts, j'ai recommencé à jouer à des jeux, on a recommencé à s'en procurer. Merci Cigogne. D'ailleurs, j'irai mettre ça automatique pour que les liens éventuellement sortent à l'occasion. Mais voilà, fait que j'ai recommencé à jouer. Et puis, avant qu'on aille parler de jeux, j'ai envie de vous partager une découverte que j'ai faite sur une boutique, ou un genre de boutique. Mais c'est une boutique, mais un genre de boutique. On a des belles boutiques au Québec. J'ai eu la chance de travailler sur un contrat des fêtes il y a quelques années pour Griffon. Ce qui est ils ont plusieurs Griffons au Québec, ça appartient à Renaud Bré. Très belle boutique, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là.
On a nos grosses boutiques imaginaires. Quand j'écoute justement le podcast de l'autre côté du plateau, ils parlent souvent de leur commanditaire La Pioche, qui est une boutique à Québec. J'ai pas eu l'occasion d'aller les voir, mais je vais y aller éventuellement. Donc il y a plein de belles boutiques que j'aurais aucun problème à recommander. Mais j'ai découvert de quoi de spécial et d'unique. Si vous habitez en Montérégie, proche de Saint-Constant, il y a quelque chose d'inattendu. Et c'est là où on va ouvrir la TV au bon poste. Alors voici le gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant. C'est tout un nom de page. Mais en gros, je voulais acheter un jeu à mon neveu pour Noël, un jeu spécifique. Finalement, j'ai pas acheté celui-là. J'en ai acheté un autre qui m'a recommandé parce que celui que je voulais était pas là. Mais bref. Euh, c'est un Uniprix. Tu sais, on peut le voir un peu ici. Là. Ça, c'est comme la section dans la pharmacie. Il y a tout ce que vous voyez ici de mur. Il y a cette étagère-là des deux côtés plus sur le top. Et de l'autre côté, il y a une autre grosse étagère. C'est sûr qu'il n'y en aura pas autant que dans un imaginaire ou que chez Griffon, mais honnêtement, il y en a quand même beaucoup. Puis la raison pourquoi j'en parle, ben les raisons en fait. Premièrement, c'est que l'ancien propriétaire de la pharmacie, c'est un gamer au bout, puis il voulait démocratiser, je prends les mots que le gars des jeux du Family Prix m'a dit, l'ancien propriétaire voulait démocratiser les jeux de société. Donc, c'est pour ça qu'il a fait une grosse section dans sa pharmacie. Et tous les jeux sont minimum 10% moins chers que le PDSF. Donc, le prix de détail suggéré par le fabricant. Fait que à chaque fois que vous allez sur imaginaire.com, vous regardez le prix d'un jeu, enlevez 10%. Mes pharmacies dans ma région sont pas aussi belles, ça c'est juste la section des jeux. Ben, je te dirais que la plupart des pharmacies dans mon coin ils sont pas de même aussi. Honnêtement, comment que le gars me l'a décrit, c'est la licorne des pharmacies. Ça a l'air qu'il y a même d'autres pharmacies qui l'approchent pour savoir comment ils gèrent ça puis tout, parce que il y en a d'autres qui commencent à aimer le concept. Mais en gros, c'est ça. L'ancien propriétaire, c'est lui qui a décidé de faire ça dans sa pharmacie. C'est pas un truc de family prix, c'est vraiment un truc de celle-là. Et là, la nouvelle propriétaire, de ce que j'ai cru comprendre, qui est la conjointe de l'ancien propriétaire, est pas aussi gamers que lui, mais elle l'est quand même, puis elle voulait conserver ça. Alors, trois soirs semaine, il y a un gars qui est le gars à qui j'ai parlé, la page Facebook porte son nom, le gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant. Il est sur place, comme dans n'importe quel autre magasin de jeux. Il est là pour te donner des conseils, te suggérer des choses. Il est bon pour expliquer les jeux. Il est super sympathique. Il s'appelle Louis. Salut Louis, si tu vois ça un jour. Donc, tu as des conseils personnalisés. Tous les jeux qui sont là sont, comme je dis, minimum, quand il n'y a pas d'autres bonus, 10% moins cher que dans toutes les autres boutiques où le prix de détail, le PDSF, est affiché. Donc, tous les jeux que j'ai achetés, y compris celui dont je vais vous parler dans un petit instant. Oh, on va le mettre comme ça. Je l'ai payé un petit peu moins cher. Et là, ce qu'il me disait, là, c'était, il a arrêté pour les fêtes, ça va recommencer en février, mais à chaque mois, il fait une game night par mois au deuxième étage de la pharmacie. C'est 7$ pour participer. Tout le monde joue au même jeu, ça te permet de rencontrer d'autres gamers, ça te permet de découvrir des jeux. Et il fait, à chaque game night, il fait tirer un jeu. Je sais pas si c'est celui que tu essayes ou un autre, mais il fait tirer un jeu à la fin de la soirée. Donc moi, écoute, quand j'ai vu ça, puis savez-vous, si le jeu, vous voulez un jeu qui est pas là, il y a son courriel. Je pense que c'est le gars des jeux commerciaux de Gmail. Là, je le mettrai en lien dans la description. Là, puis pendant que je vous parle, je vais juste essayer d'aller voir si je ne l'ai pas vite ici ou si je l'avais enlevé. Donc je l'ai ici. Le gars des jeux, un commercialoutlook.com. Puis tu peux y faire des commandes spéciales. Hey, es-tu capable d'avoir tel jeu? Puis il peut faire des commandes. Il est plugué avec les fournisseurs. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est unique. En plus, ben là, moi, j'ai pas ça. Là. Je suis pas très carte de points dans la vie en général, mais vous pouvez accumuler des points Family Plus. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je veux dire, le gars était super fin. Toutes les nouveautés qui vont sortir sont là. Il y a des jeux de toutes sortes. Si le jeu que vous voulez n'est pas là, il peut vous le commander. Puis vous avez un rabais en partant. Vous pouvez rencontrer du monde. Vous pouvez gagner des jeux. Super cool. Alors voilà, je voulais vous partager cette découverte, ma foi, assez loufoque. Le gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant. Ok. Ben, je vous ai dit que j'allais vous parler de Tag Team. Alors, Tag Team. Tag Team est un jeu de Scorpion masqué, donc compagnie québécoise, qui joue à 2 joueurs. C'est des games très rapides de 10 minutes. Je vais vous expliquer en gros comment ça se fait. C'est un jeu de Grisha, je sais pas si je prononce mal le nom, je suis désolé, mais German ou German et Corentin Lebrat.
Les dessins sont faits par Nayad, qui est quelqu'un qui a fait des dessins sur d'autres jeux auxquels je n'ai pas joué. Je peux pas vous dire que je prétends pas les connaître, mais dans ma recherche, j'ai regardé, puis elle fait des très beaux dessins, je trouve, c'est attrayant. Et ils disent que c'est un auto-battler. Je vais vous expliquer en vous expliquant comment ça se joue, pourquoi c'est un auto-battler, qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais en gros, je l'ai acheté au gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant, après en avoir entendu parler dans plusieurs vidéos. Comment ça se joue? Ben, très simple. Pendant que je vous l'explique, je vais laisser jouer justement une petite vidéo sans le son, juste pour que vous voyez un peu. Donc, c'est un contre un. C'est très rapide, c'est ce qui est le fun. Ça permet de faire enchaîner des parties rapidement. Ça permet peut-être même, je ne l'ai pas encore fait, mais de faire des tournois entre amis. Tu sais, pendant que toi tu te bats contre quelqu'un, il y en a un autre qui peut se battre contre quelqu'un d'autre, puis vous faites des tournois. En gros, chaque joueur a deux personnages. Ce sont toujours des personnages inspirés. Ça peut être inspiré de l'histoire, de contes et légendes, de mythologie. Donc ça, c'est très cool. Pour l'instant, dans la boîte de base, c'est un jeu qui est sorti à la fin de l'année. Donc c'est quand même assez récent. Il y a 12 personnages. Dans le fond, c'est des personnages asymétriques. Donc, chaque personnage a ses propres compétences qui sont différentes puis qui interagissent de manière différente avec ton allié et contre les ennemis, contre les adversaires. J'ai trouvé ça super cool. Je l'ai essayé avec ma blonde quand on l'a acheté un petit peu avant Noël. Puis, le but, c'est tout simplement de mettre KO le héros, le personnage, un des personnages en fait de ton adversaire. Donc, dès que un de ces deux personnages est KO, tu gagnes le match, tu gagnes le combat. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une petite vibe Avatar. Puis tu sais, j'ai joué les deux qui sont là. Bodvar, dans le fond, t'as des effets passifs qui montent sa rage. Donc quand vous regardez là, sur ici, là, je le montre avec la souris à l'écran pour ceux qui regardent le visuel, mais sur la gauche de la carte, tu montes à chaque fois que tu as un passif qui te fait monter ta rage. Quand tu arrives en haut, tu gagnes en puissance et tu tournes la carte de côté et tu te métamorphoses en espèce de gros ours. Donc il devient plus fort, plus tanky. Lui ici, Wang Feihong, c'est du contrôle. Donc, il peut contrôler les adversaires pour que les adversaires se frappent eux-mêmes, se fassent du dommage avec leurs propres attaques. Il peut aller copier la puissance de son adversaire pour se rendre plus fort. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, je ne vais pas tous les expliquer, mais chaque personnage est asymétrique. C'est vraiment très cool. Dans le fond, vous avez la barre de vie en vert et chaque personnage a des cubes de dégâts. Donc, c'est des petits cubes de plastique translucide bleu-mauve. Donc, vous commencez avec le montant qui est écrit sur la carte au début, puis plus la partie avance, plus vous pouvez gagner potentiellement là, en puissance. Donc, super cool. Ça se joue très vite. Et il y a la mécanique de deck building. Pour ceux qui aiment les deck building, c'est un peu présent, mais il y a une twist. Puis je vais vous l'expliquer parce que moi, je suis un fervent amateur des deck building. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Mais souvent dans les deck building, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, un deck building en général, c'est que tout le monde commence avec la même main en général. Et plus la partie avance, tu piges des cartes ou tu achètes des cartes d'une manière ou d'une autre selon le jeu. Que tu mets dans ton deck, puis après ça, ben, ton deck il devient de plus en plus gros, de plus en plus fort, puis tu peux choisir les cartes de ton deck que tu veux jouer. La petite twist avec Tag Team, c'est tu builds ton deck, mais premièrement, comme j'ai dit, c'est asymétrique, donc tu as les cartes de tes deux personnages. Tu commences quand le combat commence, tu as simplement la carte de base, donc une carte par personnage, donc tu commences avec un deck de deux cartes. Et là, tu piges trois cartes, t'en choisis une dans les trois que tu veux garder dans ton deck. Tu peux pas changer l'ordre de tes cartes de ton deck actuel. Tout ce que tu peux faire, c'est la nouvelle carte que tu ajoutes. Tu vas décider où tu la mets. Est-ce que tu la mets sur le top du deck, dans le milieu, à la fin? Donc c'est là où il peut y avoir un peu de stratégie parce que tu le sais qu'il n'y a pas de shuffle, il n'y a pas de brassage de ton deck. L'ordre ne va pas changer, mais l'ordre va être modifié un peu quand tu ajoutes une carte. Fait que si tu sais que ton adversaire, sa deuxième carte, c'est un bouclier, ben tu vas essayer de ne pas attaquer en deuxième carte avec une attaque qui va être bloquée par son bouclier. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les deux en même temps, moi et mon adversaire, on tourne chacun la carte du dessus de notre deck et on fait les effets qui sont inscrits. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un auto-battler, parce que dans le fond, tu regardes le combat se dérouler avec les effets des cartes. Fait qu'il y a un peu de stratégie. Il y a aussi un peu de... C'est comme quasiment regarder une petite cinématique, parce que t'as ta stratégie, mais là, tu sais pas c'est quoi la carte de l'autre. Puis là, tu regardes qu'est-ce que les effets font entre eux. Et tu suis le jeu comme ça jusqu'à la fin. C'est ce qui fait que la petite stratégie, la petite twist, si tu sais que la deuxième... Je reviens avec mon exemple. Tu sais que la deuxième carte de ton adversaire, c'est un bouclier.
Mais là, tu vas peut-être essayer de changer la tienne. Mais peut-être que ton adversaire aussi, la prochaine carte qu'il va vouloir ajouter dans son deck, il va aller l'ajouter entre la première et la deuxième. Donc sa deuxième carte, qui était un bouclier, est rendue sa troisième carte. Fait que tu sais jamais exactement. Il y a un petit peu de. Il y a un petit peu de prise de risque, il y a un petit peu de stratégie, il y a un petit peu de deck building. C'est vraiment un heureux mix de tout ça. Donc j'ai vraiment aimé ça. Ma blonde aussi, j'étais pas sûr. Tu sais, même au début, je vous mentirai pas. Elle le dira peut-être pas, mais j'avais l'impression qu'elle était comme ah ok, on va jouer, tu sais, mais qu'elle était pas trop sûre. Puis on a vraiment eu du fun. Puis tu sais, tu peux essayer de la chimie entre différents personnages parce que la manière que ta game va se dérouler quand tu as justement Wong Fei-Hong avec Bodval, ça sera pas le même genre de game que si tu prends un autre personnage qui est un petit peu plus squishy, donc qui est plus faible en termes de points de vie. Donc, tu sais, il y a plein de manières d'essayer des choses. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est sûr que c'est peut-être pas pour ceux qui sont des joueurs experts qui cherchent les jeux complexes. Vous allez peut-être être déçus. Puis je dis peut-être parce que Martin Montreuil, bon, il est peut-être biaisé, c'est le CEO de Scorpion Masqué puis Randolph, mais il aime beaucoup y jouer. Mais c'est sûr que si c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas pour vous. Mais vous cherchez un jeu facile à expliquer à quelqu'un, pour vrai, la meilleure manière de l'expliquer, c'est en jouant. C'est vraiment comme beaucoup de jeux d'ailleurs, là, mais celui-là, entre autres, là, tu sais, une fois que tu joues, ça devient simple très rapidement. Chaque game est différente. Le monde devient excité de vouloir essayer des nouveaux combos. Donc voilà, si vous cherchez une espèce de petit party, c'est pas un party game là, en fait, là, mais un jeu que vous pouvez juste jouer rapidement, t'as pas le goût de t'asseoir pour 3 heures, dire hey, on joue-tu une petite game, on joue-tu une petite demi-heure avant telle chose, ben c'est parfait pour ça. Et en plus, il y a déjà des extensions qui sont annoncées. Donc la première qui était teasée dans la boîte, c'est, bon, vous voyez, ils le disent pas, il est pas écrit, mais on s'entend que ça va être des personnages inspirés des légendes arthuriennes. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que c'est 6 personnages. La deuxième expansion, elle n'est pas encore teasée, on sait pas c'est quoi, mais Martin Montreuil disait dans son podcast qu'elle est déjà même prête à être imprimée, là. Donc, ils vont ajouter des personnages au fur et à mesure. Fait que ça va être cool parce que ça va ajouter d'autres dynamiques, d'autres trucs. Alors voilà, Tag Team, un jeu que j'ai trouvé très agréable. Et d'ailleurs, je veux faire un parallèle avec ça. Justement, dans son podcast, puis dans une de ses vidéos YouTube, Martin Montreuil, encore une fois CEO chez Randolph et Scorpion Masqué, expliquait que ils ont beaucoup de projets sur le futur avec ça. C'est un jeu qui marche beaucoup, c'est un jeu qui est bien apprécié. Ils veulent organiser de plus en plus de tournois dans les pubs ludiques, des choses comme les Randolph et des trucs comme ça. Et il disait, on cherche un gestionnaire de communauté pour le Discord qu'on va créer pour Tag Team. Donc, je lui ai écrit. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais il m'a répondu un petit peu avant Noël. Il est comme, ben oui, on se fera un meeting avec lui puis quelqu'un d'autre chez Scorpion Masqué comment ça s'appelle? Voyons donc, j'ai un blanc de Microsoft Teams ou un Zoom, whatever. Mais bref, on va se faire une vidéoconférence pour discuter. Je sais pas exactement, je pense pas nécessairement que ce soit rémunéré. C'est pas nécessairement ça le point, mais ça me permettrait d'être directement connecté chez Scorpion Masqué. Je recevrai à l'occasion des exclusivités, des choses en primeur, en avant-première. Et ça me permettrait des fois de pouvoir justement discuter de certaines choses que je verrais dans le podcast. Ça me donnerait un petit peu de contenu. Puis on sait jamais. Moi, je crois fortement que quand tu fais des choses qui te plaisent, ça peut ouvrir des portes dans le futur. Puis ben là, en étant directement connecté avec Scorpion Masqué, en allant dans des événements ludiques, peut-être qu'éventuellement je pourrais, d'une manière ou d'une autre, travailler chez Scorpion Masqué ou du moins avoir peut-être des occasions d'aller dans des événements sous la bannière de Scorpion Masqué. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça a l'air intéressant. Sinon, très rapidement, j'expliquerai pas comment nécessairement ça se joue, mais comme j'en ferai pas une chronique complète, le jeu que j'ai acheté à mon neveu, à mon fiole, on va finir par y arriver, Imaginaire. C'est un jeu de Star Wars que je dois dire qu'au début, j'étais comme, bon, j'ai pas écrit la bonne chose. Attendez, Imaginaire. C'est un jeu que quand je le regardais, ça avait de l'air le fun d'un côté, puis de l'autre côté, j'étais comme pas sûr. Et je dois dire qu'on l'a joué quand il l'a déballé. Je voulais qu'on joue. J'ai offert 2 jeux. Et je voulais qu'on puisse au moins en jouer un. Parce que je sais que c'est pas nécessairement mon frère, son père, qui va jouer avec lui à des jeux de société.
Bon, je vais essayer de le retrouver rapidement. Là. Je veux pas perdre trop de temps là-dessus. J'aurais vraiment dû l'ouvrir avant, puis j'ai complètement oublié. Attendez, je vais essayer une dernière chose. Voilà, Super Teams. J'avais oublié le nom. Star Wars Super Teams, je vous recommande pas nécessairement ça pour jouer entre adultes, là, mais je veux dire, si vous avez des jeunes, je pense à toi, Canadian, je sais pas si tes jeunes aiment l'univers de Star Wars, mais en gros, c'est une course. On part de la planète qui est là. Je sais que la photo est tout petite, là, mais puis on doit se rendre là. Mais le but, c'est qu'il faut amener tous nos vaisseaux de l'autre côté. Le premier qui amène tous ses vaisseaux de l'autre côté gagne. Mais en cours de route, tu peux mettre des bâtons dans les roues à ton ou tes adversaires. Tu peux les faire ralentir, les faire reculer. Tu peux t'agripper à eux s'ils te dépassent de 10 cases, puis tu as une carte qui permet de t'agripper à eux, mais tu vas les rejoindre. Donc, toi, ça te permet de siphonner l'air en arrière, puis de les rejoindre. Donc, il y a vraiment plein de manières de mettre des bâtons dans les roues à tes adversaires. Pour vrai, pour un petit jeu à jouer avec des jeunes, mon neveu, il a eu 10 ans au mois de novembre. C'était vraiment le fun. Puis même que je te dirais, tout le monde qui était autour, on a juste joué lui et moi, lui contre moi. Puis la mère à ma blonde, son demi-frère à lui, tout le monde était quand même subjugué, puis ils étaient tous concentrés dans notre partie. Donc voilà, je vous donnerai pas nécessairement les règles, mais Star Wars Super Teams, une espèce de jeu de course relativement simple, mais quand même plus agréable. J'ai été étonnamment surpris. Donc voilà, je voulais vous partager cette information-là sur Star Wars Super Teams. Je me rappelle même plus qui fait le jeu. Je devrais l'avoir ici dans l'éditeur. Bon, la prochaine fois, je serai mieux préparé. Mais c'est une boîte mauve avec des petits vaisseaux là, dans l'encadré. Vous pouvez pas le manquer. Star Wars Super Teams. Voilà. OK. Jeux vidéo. Jeux vidéo, ça a été un peu plus dur là, vu que j'ai décidé très récemment de faire le podcast. C'est le temps des fêtes, tout. J'avais pas une tonne de news. J'ai pas essayé une tonne de choses récemment. J'ai essayé un petit jeu dans mon dernier stream, mais j'ai pas assez joué pour en parler de long en large. Un petit jeu de puzzle qui était bien agréable, Relicta, mais j'ai pas de chronique nécessairement à faire là-dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, et ce serait là la beauté d'avoir un co-animateur, c'est qu'il y a peut-être des semaines que moi j'ai moins de trucs sur un sujet X et que le co-animateur, lui, a quelque chose. Donc ça nous permet de se complémenter et peut-être d'avoir un contenu un peu plus dense. Mais voilà, on va fermer ça ici. Donc, ce que je voulais faire, il y a eu très récemment les Game Awards et je reviendrai pas sur toute la cérémonie et sur tous les prix, mais je me suis dit que c'était une belle occasion de partager mon amour pour un jeu en particulier. Ceux qui sont là le savent déjà c'est lequel, ceux qui sont dans l'enregistrement live sur Twitch. Mais un jeu qui a gagné la catégorie Best Ongoing, donc le meilleur jeu en cours, si on peut dire ça comme ça. Puis en gros, c'était un prix qui était donné au jeu dont le développement du jeu. En fait, là, j'essayais de lire en même temps que regarder, puis en même temps de penser au podcast, mais en gros, c'est quel jeu qui a continué de se développer de manière exceptionnelle et d'offrir du nouveau contenu en permanence à ses joueurs. On peut dire ça comme ça. Et le gagnant, ça a été le jeu No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu dans lequel j'ai quand même mis je pense que j'ai mis un 300 quelques heures, ou en tout cas, si c'est pas trop dans le 300, c'est dans le 200, pas loin du 300. Euh, Ceux qui le connaissent, ben, ils le connaissent. Si vous connaissez pas ça, c'est un jeu que je peux vous recommander. Pas peu importe. Je peux vous le recommander même si vous avez différents styles de goût. Dommage, Star Citizen n'était pas dans les choix. On va en reparler quand je te dis que j'allais parler de l'espace, mon capitaine. Après No Man's Sky, je vais faire un touch point sur Star Citizen. Mais ce qui est le fun de No Man's Sky, c'est que si vous aimez les survival, c'est un bon survival dans l'espace. Moi, les gens qui me connaissent, en fait, ceux qui regardent le podcast live, toute ma chaîne est autour de l'espace. Et puis, j'aime beaucoup l'espace. J'ai toujours été fasciné par les missions spatiales des différents programmes dans le monde, pas juste la NASA, mais entre autres. J'ai toujours été fasciné par les vaisseaux. Moi, je suis un gars qui aime les machines, j'aime les chars, j'aime les véhicules. Donc, les vaisseaux, c'est quelque chose de cool. Je trouve que on dirait que de t'imaginer d'avoir ton vaisseau euh, qui est un échappatoire peut-être à la prison de la planète où t'es si jamais
ça vire mal, ben c'est cool. En plus, je suis quelqu'un qui adore, je sais que ça va sonner bizarre, mais les ressources énergétiques. J'adore l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Et souvent, les vaisseaux, c'est ça, c'est des vaisseaux qui sont autosuffisants. Donc, c'est toujours des choses qui m'ont fasciné. Et dans No Man's Sky, ben bon, si vous aimez les jeux survival, ça en est un bon parce que dans le fond, quand vous commencez le jeu au tout début, votre vaisseau est cassé, vous avez presque rien sur vous. Vous devez absolument. Vous êtes sur une planète. Bon, toutes les planètes sont générées de manière procédurale dans l'univers de No Man's Sky. Donc, il y a des milliers de planètes. Puis, il y a des planètes qui n'y a jamais de joueurs qui sont jamais allés. Il y a tellement de planètes. En fait, les chances que vous tombiez par hasard sur un joueur sur une planète sont très minces. T'sais. Mais donc, vous commencez sur une planète. Ça peut être une planète toxique, une planète complètement congelée, une planète très chaude avec des tempêtes solaires. Ça peut être plein de choses. Vous devez trouver de l'oxygène, des ressources pour que votre exosuit, donc votre exosquelette fonctionne, vous permette de vous procurer de l'oxygène, de stabiliser la température et ainsi de suite. Bon, bref, ça vous donne une idée. Dommage que Starfield a flops. Oui, Starfield, si Cigogne est encore là, Starfield, j'ai été très déçu quand c'est sorti, je l'ai même pas essayé, j'avais pas envie, mais là avec le nouvel update, il y a des mods qui sont sortis de l'univers de Star Wars, donc Starfield Genesis, je pense qu'ils l'ont appelé. J'ai vraiment envie d'essayer ça, mais bon. Bref, oui, c'est très dommage que C'est parce que Starfield, leurs problèmes, ils ont plein de problèmes, là, mais ils sont en arrière de beaucoup d'autres jeux sur certaines choses qui sont rendues des normes dans les jeux spatiaux. Ah ouais, je te le dis, tu iras voir, là, ou après le podcast, je pourrais vous le montrer, mais ça a l'air assez solide. Mais c'est que les gens qui jouent à des jeux dans l'espace avec des vaisseaux s'attendent à pouvoir décoller, voler, aller un peu où on veut. C'est rendu pas mal la norme. Est-ce que ça veut dire que tous les jeux sont obligés de faire ça? Non. Mais ça fait en sorte qu'un jeu comme Starfield qui a été vendu avec la découverte, tu vois le point là-bas, tu peux y aller, puis tu sais, l'exploration, il n'y a même pas la mécanique de base qu'on retrouve dans un jeu de 10 ans. C'est très 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 décevant. Ben oui, c'est sûr. Moi aussi, ça m'a pris par les sentiments, Captain, le fait qu'il y ait des modifications Star Wars. Donc voilà, No Man's Sky, Survival, si vous aimez ça, je trouve que c'est quand même un bon Survival qui est intéressant, qui est différent. Vous pouvez crafter plein de choses. Si vous n'êtes pas du tout Survival, mais vous aimez les jeux de créativité, construire des bases, ben comme beaucoup de jeux, il y a un mode créatif. Donc vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête avec les besoins de survivre. Moi, personnellement, j'ai aimé le mix de tout, donc je joue dans le mode normal, mais juste pour vous laisser savoir, ça existe. Parce qu'un autre côté que j'ai beaucoup aimé, ça a été de créer des bases. Donc, c'est pas dans tous les jeux que j'aime créer des bases, mais dans No Man's Sky, il n'y a pas une base qui est pareille. Et, si tu es créatif, il y a une manière de faire des choses vraiment cool. Et ce que j'aime, tu sais, tantôt je disais que j'aime les ressources énergétiques, ce que j'ai adoré de la construction de base dans No Man's Sky. Je dis pas qu'il y a juste No Man's Sky qui fait ça en passant, là, mais je dis juste que moi qui aime l'espace, les vaisseaux, bon, premièrement, tu peux trouver d'autres vaisseaux, des vaisseaux uniques, tu peux essayer de trouver des vaisseaux plus forts, il y a plein de choses. Mais ce que j'ai adoré, c'est que quand tu construis ta base, il faut que tu essaies de trouver comment tu vas la feeder en électricité. Est-ce que tu vas mettre des panneaux solaires? Est-ce que tu vas au lieu de décider, hey, je mets ma base ici parce que c'est beau, peut-être que tu vas essayer de trouver un endroit où il y a des sources électromagnétiques, où est-ce que tu peux mettre des génératrices, puis là, tu dois tirer des fils jusqu'à ta base. Puis là, plus ta base elle vient. Plus tu mets de trucs dans ta base qui est très énergivore en termes d'électricité, ben plus tu as besoin d'avoir un réseau électrique stable. Tu peux aller miner des ressources avec des réseaux de pipeline. En tout cas, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ça, si vous aimez faire des bases super intéressantes, vous pouvez faire des bases dans le ciel, sur une montagne. Souterrain, il y a des lacunes. Je vais y revenir au point négatif de No Man's Sky, mais il y a des grosses lacunes sur le souterrain. Là. Au début, on part tout en peur, on veut faire des gros trucs souterrains, puis c'est très dangereux de faire ça. Tu peux faire des bases sous-marines, donc vraiment plein de trucs. Puis si vous aimez juste l'exploration, je pense que ça fait un certain temps, parce qu'à un moment donné, oui, toutes les planètes sont techniquement uniques, mais comme c'est généré de manière procédurale avec des assets, ben à un moment donné, c'est des choses que c'est un mélange de plein de trucs que tu as déjà vu, mais quand même, tu veux explorer, il y a une manière d'explorer pendant longtemps. Donc voilà, super intéressant. La raison pourquoi ce jeu-là a gagné ce prix-là, ben, c'est quand c'est sorti, ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont pas respectées. Donc ça a été un gros flop à sa sortie, initialement. Le jeu s'est fait ramasser. Et puis Hello Games
Il faut leur donner ça. Depuis toutes ces années, n'ont pas arrêté de donner des updates solides. À chaque fois qu'ils arrivent avec un update, c'est des nouvelles mécaniques de jeu, des nouveaux gros vaisseaux, des nouvelles manières de jouer. Bon, il y a des fois certains updates qui ont brisé certaines de mes bases. Là. Ça, c'est à double tranchant parce que là, mettons, ils ont changé à un moment donné tous les graphismes de quand tu es sous l'eau. Puis moi, j'avais une base sous l'eau, puis là, ça a un peu tout fucké. Mais oui, comme PowerNap dit, c'est un énorme comeback. Et ils n'ont jamais chargé une scène pour aucun de ces updates-là. Ce qui est fou à notre époque où tout le monde charge pour tout et pour rien. T'achètes le jeu, puis moi je l'ai acheté en spécial. Il est en spécial en ce moment dans la vingtaine de dollars. Donc, en ce moment, au moment où j'enregistre le podcast. Je sais pas au moment où vous allez l'écouter, là, mais il est souvent tombé en spécial depuis que je joue à ce jeu-là. Donc attendez qu'il tombe en spécial, mais même plein prix, je serais prêt à dire qu'il vaut la peine, mais en spécial, c'est un no-brainer si vous êtes attiré par le type de jeu. Je vais d'ailleurs faire jouer pendant que je vous parle. Juste ça, c'est une vidéo que j'avais faite à un moment donné. Donc c'est un des vaisseaux que j'ai. On va laisser ça aller. Ça vous donne une idée. Je pense que j'allais à une de mes bases. Ça, c'est la base que vous venez de voir. C'est la base de quelqu'un d'autre que je connais. Et là, ben, ça c'est ma base à moi. Donc bref, je ne veux pas commencer à trop détailler là, la vidéo. Parce que pour les gens qui écoutent en audio, ça va être dull. Mais c'est ça. Gros comeback. Les points négatifs, l'histoire est un peu intéressante, mais c'est vraiment un des gros points faibles du jeu. Là. C'est pas vraiment ça pour l'histoire. Là. Il y en a une, c'est intéressant de la savoir, mais c'est pas, tu vas pas te lever le matin en ayant hâte de savoir qu'est-ce qui se passe là, dans ta prochaine séance de jeu. Comme je dis, les mises à jour des fois peuvent venir briser certaines choses. Puis tantôt, c'est un petit studio de quelques personnes aussi, exactement. Comme PowerNap dit, Hello Games, c'est pas un énorme studio. Il y a les mises à jour, les souterrains. Il y a un outil pour faire du terraforming, pour aller creuser dans le sol. Mais des fois, tu peux arriver une journée, là, puis oh, toute la terre que tu avais creusée, puis que tu avais fait une base, tu as mis des heures à faire ta base, ta déco, puis tout. Hop, il y a plein de terre, tout est rempli, puis toute ta base est à moitié brisée. Donc, à un moment donné, tu apprends, puis tu fais plus trop de choses sous la terre parce que tu sais que c'est souvent des heures perdues. Je fais des petits trucs des fois, mais jamais rien de trop complexe. Donc, ça, c'est une grosse lacune. Grosse lacune, le multiplayer. Il y a un multiplayer, tu peux te rejoindre avec ton ami, comme je vous ai dit, pour ceux qui regardent la vidéo, ben, il y avait une base d'un ami pas loin, mais la moitié du temps, le multiplayer, là, ton ami est là, tu vois plus sa base, il voit plus la tienne, il essaie de modifier quelque chose, ça vient briser tout ce que toi t'as fait. En tout cas, le multiplayer, c'est dommage, parce que si le multiplayer était solide, il y aurait manière de se faire des énormes villes, que tout le monde peut y mettre du sien, mais honnêtement, j'ai trop peur de faire ça parce que ça casse tout le temps. Donc ça, c'est une autre grosse lacune. Mais si vous voulez le fun du multiplayer, ben il y en a un, celui que je vais vous donner. Il y en aurait eu plein d'autres s'il était. Parce que j'ai Captain Phoenix dans le chat qui demande s'il y avait un intérêt dans le multiplayer. S'il n'était pas cassé, il y aurait plein de choses cool qu'on pourrait essayer de faire. Avec le jeu qu'on a tel qu'on l'a en ce moment, l'intérêt du multiplayer, c'est de trouver sur Internet, des gens peuvent partager les coordonnées de leur base. Et c'est cool, je l'ai fait souvent en stream, de partir à l'aventure puis d'aller visiter les bases des autres. Même si eux sont pas connectés, sont pas dans le jeu, la base est là, tu peux aller la voir. Comme les gens pourraient venir voir ma base en ce moment pendant que je vous parle, je suis pas dans le jeu. Donc ça, c'est cool de partir, let's go, on va découvrir des bases uniques, des bases loufoques, extraordinaires. Parce que quand il n'y a pas d'autres joueurs qui sont connectés, que tu es tout seul dans leur base, en général, c'est quand même pas pire. Donc ça, c'est intéressant. Puis une des raisons aussi pourquoi Hello Games fait énormément d'updates et qui ne ils nous chargent pas vraiment, mais qui les mettent dans No Man's Sky, c'est parce que un des jeux que j'attends beaucoup en 2026, mais je reste prudent dans mes attentes, c'est un jeu d'Hello Games qui s'appelle Light No Fire. Ça va être un peu dans le même style, un genre de survival, crafting, base, tout ça, mais dans un monde fantastique médiéval. Et tout ce qu'ils font, toutes les nouvelles technologies et mécaniques qu'ils développent pour Light No Fire, ils trouvent une manière de les implémenter dans No Man's Sky. Donc, par exemple, quand dans No Man's Sky, ils ont implémenté les corvettes, donc des vaisseaux qu'on peut... parce qu'à la base, dans No Man's Sky, souvent, tu as ton vaisseau, tu es tout seul dedans dans un petit cockpit. À un moment donné, ils ont mis un vaisseau plus gros que tu peux changer et tes amis peuvent venir dedans aussi.
Ben ça, c'est parce qu'ils ont développé la mécanique pour les bateaux dans Light No Fire. Donc, ils l'ont implémenté pour les vaisseaux dans No Man's Sky. Donc, bref, je voulais en parler parce que c'est un jeu que j'aime énormément. J'ai mis beaucoup d'heures. Si vous avez envie d'exploration, si vous avez envie de laisser aller votre créativité à faire des bases, si vous avez envie d'un survival dans l'espace, super intéressant comme jeu. C'est un jeu, comme je dis, j'en ai souvent streamé. J'ai mis énormément d'heures. Et comme ils viennent de gagner encore, c'est pas la première fois qu'ils gagnent des prix, ben j'avais envie de vous en parler. Avant que je pense à une petite nouvelle rapidement, j'ai dit à Captain que j'allais parler de Star Citizen. J'ai rien préparé, donc ce sera pas une grosse chronique, mais Star Citizen, c'est un jeu, c'est une espèce de simulateur ultra photoréalistique dans l'espace. Quand le jeu fonctionne, c'est un jeu qui t'a coupé le souffle. C'est un jeu qui fait triper tout le monde. Il n'y a personne que j'ai vu regarder ce jeu-là quand il va bien dire que ça a l'air plate, que ça a l'air dégueulasse. C'est génial comme jeu. Light No Fire, ça va être vraiment bon. J'ai de l'espoir. Ma seule crainte canadienne, ben c'est pas vraiment une crainte, mais ma prudence, c'est que ce que j'aime beaucoup de No Man's Sky, justement, c'est toute l'utilisation de l'électricité, les vaisseaux, l'espace. Donc, est-ce que je vais prendre autant de plaisir? Il faut qu'il y ait des mécaniques vraiment cool, peut-être avec la magie, ou il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment spécial dans Light No Fire pour que ça vienne me chercher, parce que sinon, ça va être dur de le mettre pour moi à pied d'égalité avec No Man's Sky, parce que si c'est juste un survival médiéval classique comme plein d'autres, ça va peut-être venir moins me chercher. Donc, j'ai très hâte. Je suis confiant que ça va être bon quand on regarde tout ce qu'ils ont fait avec No Man's Sky, mais je reste prudent dans mes attentes. Donc, c'est ça. Pour revenir à Star Citizen, c'est vraiment un jeu qui est vraiment beau. C'est immersif quand ça va bien, là. Puis t'es dans ton vaisseau, tu peux faire du transport de marchandises, tu peux aller faire du combat de vaisseau, tu peux juste aller te promener sur une planète. Contrairement à No Man's Sky, comme on vient de voir, moi je le trouve très beau, mais tu sais, c'est un petit peu plus cartoon en termes de graphique. Star Citizen, c'est du photoréal. Je dis tout le temps photoréalistique, là, je sais pas en français, je suis désolé. Mais mais il est souvent cassé. Et les gens disent que c'est un scam parce que c'est un jeu qui a commencé en 2014 sur Kickstarter. On est 12 ans plus tard, le jeu est toujours en mode alpha. Il brise constamment, encore une fois. La raison pourquoi je me fais toujours l'avocat du diable, je le défends pas à tout prix. Hein. Star Citizen m'a fait sacrer à de nombreuses reprises. Mais je ne le considère pas comme un scam, parce que pour moi, un scam, c'est que tu aurais pris mon argent puis j'ai rien à jouer. Un jeu, pour moi, c'est est-ce que j'ai du plaisir puis combien d'heures j'ai mis dedans. Je veux dire, on pense à plein de jeux qui sont sortis des triple A, qui sont sortis cassés dès le jour 1. Rendu là, potato. J'ai mis énormément d'heures dans Star Citizen. Il y a beaucoup d'heures que ça brisait puis que ça me frustrait, mais il y a énormément d'heures qui y allaient correctement. Et que j'ai été époustouflé par tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec différents amis. On a chacun nos vaisseaux. Il y a quelque chose de très cool. Donc, ce n'est pas un scam. Si tu payes, t'es pas obligé. Parce que les gens vont dire, ouais, mais il y a des vaisseaux à vendre que tu payes avec 3000 vrais dollars, 4000, 5000 dollars, même il y en a des encore plus chers. C'est un scam. Ouais, mais t'es pas obligé de les acheter. J'ai jamais acheté ça. Tu peux juste acheter la version de base. Donc, ça vient avec tu choisis quel vaisseau avec lequel tu commences. C'est souvent un petit vaisseau. Je pense que ça revient, là, c'est pas si c'est en dollars américains, mais ça va revenir autour de 50 dollars. Puis, t'as le jeu. Pour 50 dollars, les heures que j'ai mis dedans, c'est quand même exceptionnel. Donc, je considère pas que c'est un scam. Est-ce que, par contre, il y a de la mauvaise gestion, de la mauvaise communication de la part de la compagnie Cloud Imperium qui fait le jeu? Oui, on pourrait en parler longtemps. Le nombre de fois qu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, puis finalement, oh, ils n'en parlent plus jamais. Mystère et boule de gomme. Le fait que le jeu est toujours autant brisé. Moi, que tu me dises, oui, mais c'est parce qu'il est en alpha. Oui, mais ça fait 12 ans. Il devrait avoir quand même plus de stabilité. Je dois dire que la dernière fois que j'ai joué, il y a peut-être un an, il était quand même plus stable que quand j'ai joué la première fois. Dans la première année que j'ai joué, il était tout le temps cassé. Là, dans la dernière année que j'y ai joué, c'était pas si pire. Ils veulent amener éventuellement du base building. En tout cas, il y a plein de choses, mais bref, c'est un jeu exceptionnel. Je vous invite à aller le découvrir prudemment sur YouTube si vous êtes curieux.
Mais en gros, là, si tu aimerais ça vivre une vie alternative où est-ce que tu peux t'acheter des vaisseaux tous plus uniques les uns que les autres, puis juste tu peux rentrer dedans avec ton bonhomme, te promener dans le vaisseau, t'asseoir sur le siège, décoller avec le vaisseau, partir, traverser l'atmosphère, aller dans l'espace, aller en hyperespace jusqu'à l'autre planète. Tu peux tout faire ça, il n'y a jamais de loading screen. Donc c'est très exceptionnel. Là, depuis que j'ai joué, je pense qu'il y a un nouveau système solaire aussi. Donc, ils sont rendus à 3 systèmes solaires. Captain Phoenix qui dit pour vrai, je leur souhaite de réussir. 100% il va être inside s'il sort. Moi, j'ai entendu des histoires de gens acheter de la merch chez eux et ils ne sont jamais livrés la marchandise, d'où la raison que je troll en disant ce gap. Non, mais c'est ça. Je les défends pas à tout prix. Ils ont beaucoup de pratiques entrepreneuriales louches. Il manque énormément de transparence. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui suit tout le jeu à la lettre, chaque développement de qu'est-ce qui se passe, puis je mets pas beaucoup d'argent dedans. Ça me dérange pas trop. Mais c'est sûr que ça pourrait être beaucoup mieux. Là. Ça, c'est un gros red flag. Ça, je les défends pas là-dessus. Mais tu peux acheter le jeu de base, puis y mettre beaucoup d'heures. Ouais, les ascenseurs. Hein. C'est un inside pour ceux qui ont joué au jeu, mais les ascenseurs fut un temps où ça faisait peur. Puis t'avais pas les marches que tu pouvais prendre à la place des ascenseurs. Tu t'embarquais dans l'ascenseur, puis là, ça t'envoyait ton bonhomme à l'infini dans l'espace. Santé encore une fois. Donc, on va continuer et j'avais peur que ça prenne pas assez de temps, puis je suis content. Ça avance bien. Donc, n'oubliez pas en passant, ça sera pas, hein, comme tout ce que je fais, c'est pas toujours peaufiné, c'est pas toujours affiné, donc ça se peut que ce soit mieux dans le futur, mais voilà. It is what it is. La dernière petite nouvelle très rapidement. S'il y en a qui attendent le jeu de James Bond fait par les créateurs de Hitman 007 First Light, il était censé sortir en mars et il va finalement sortir en mai. Donc, moi je suis quand même curieux parce que oui, il y a une petite vibe Hitman, mais il y a aussi une petite vibe comme les vieux jeux de James Bond qu'on avait quand on était jeune. Je suis curieux, c'est pas nécessairement un jeu que j'attends spécifiquement, il n'est pas dans ma wishlist. Mais quand il va sortir, je vais définitivement regarder des vidéos ou aller voir des streamers y jouer. Je suis quand même curieux. Donc, si vous l'attendiez pour le mois de mars, il va sortir finalement, s'il n'est pas encore repoussé, le 27 mai 2026. L'article de Branchez-vous disait que, bon, ils l'ont pas dit officiellement, ils disent que c'est pour plus polir l'expérience, mais qu'il y a peut-être aussi le fait que, comme GTA a été encore repoussé, ben là, ils peuvent se permettre de le bouger à mai parce qu'ils n'auront pas la grosse concurrence là, de GTA. Alors voilà, qui fait le tour pour James Bond. Ah, et je veux terminer. Je sais pas si vous vous êtes pris des jeux pour le Steam Winter Sale. Donc c'est encore en vigueur jusqu'au 5. J'avais pas un gros budget en ce moment. Alors je me suis pris 4 jeux. Je me suis pris Mortal Kombat 1, qui est en spécial 80% off. Je me suis pris Pacific Drive, un genre de survival avec un station wagon, un véhicule, qui était à 60% off. J'ai pris Peak parce que j'ai l'intention à la fin, je vais me garder le Varia pour Twitch, YouTube, tout ça, à la fin, après d'avoir parlé de tous les sujets. Mais je veux faire des petits streams party game avec d'autres streamers ou des gens des fois. T'étais mieux. Bonjour Bébel, bienvenue à toi sur le podcast. Bébel qui me dit que j'étais mieux en majuscule, elle m'écrit après d'acheter le jeu Peak. Alors voilà, j'ai acheté Peak. Et lui, je sais pas si je vais le jouer tout de suite, mais il est à 90% off à 6$ et des poussières au lieu de je sais plus combien de fortune. Encore une fois, c'est un jeu dans l'espace qui pique ma curiosité depuis longtemps. À 6$, je me suis dit que j'allais le mettre dans ma bibliothèque et éventuellement en stream, je l'essayerai. Donc voilà, je n'ai pas pris pour PowerNap qui est dans le chat, je n'ai pas pris encore c'est comment déjà RV There Yet. Tout simplement parce qu'il est déjà pas cher quand on voudrait y jouer ou si tu me dis que Mr. Popo, un autre streamer, veut y jouer, ben peut-être qu'à ce moment-là, je l'achèterai. Mais comme il est déjà pas très cher, j'ai pas senti le besoin d'en profiter. Le deal était pas non plus à tout casser. Ça me dérange pas au pire de le payer plein prix éventuellement. Mais j'avais un budget à respecter. Sinon, j'aurais aussi ajouté Breachway, qui est une espèce de deck building. Ça mêle un peu mon amour des jeux de société avec les jeux vidéo. Deck building avec des vaisseaux dans l'espace, mais j'ai décidé de pas le prendre. Je boostais le budget. Captain Phoenix, il dit moi je vais prendre Kona Chroma Squad où tu diriges des acteurs pour un genre de Power Rangers. Oh, j'irai voir ça, je suis intéressé. Et Papers, Please où tu es douanier. Ben après le podcast, j'irai faire un petit tour, je vais aller voir tous ces jeux-là
Captain Phoenix, parce qu'après le podcast, je vais rester en stream. D'ailleurs, une autre information. Si vous avez envie d'assister à l'enregistrement en live, comme je vous dis, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur le Discord. Je vais toujours afficher au moins 1 ou 2 journées d'avance, si pas plus, la journée où je vais enregistrer. Et quand je termine le podcast, ben, je vais continuer de streamer, bien évidemment. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour les jeux vidéo. Je voulais partager un petit peu ce que j'ai acheté là, avec les Steam Sales. Je vais devoir éternuer dans un instant. Ça c'est le fun dans un podcast. Ah, je vais m'empêcher. Je vais m'empêcher parce que là, il sortait pas. Ça aurait été trop long. Ok, j'avais hâte de passer à cette section-là. Les romans. Donc, littérature. Écoutez, j'ai pas arrêté de lire, mais j'ai de beaucoup diminué, en fait, la lecture de romans dans les 10 dernières années. Moi, il faut savoir, à l'âge de 7-8 ans, j'ai découvert que j'adorais lire grâce à Harry Potter. J'avais lu quelques livres avant ça, tu sais, en première année, là, quand ils te font choisir des livres à la bibliothèque, tout, mais je n'embarquais pas. Puis moi, je juge toujours un livre par sa couverture. Il n'y a personne qui va me changer parce que j'aime l'art. Et la couverture, pour moi, c'est une forme d'art au même titre que les covers de comic books. Désolé, j'ai mué. Donc voilà, et les courtes échelles dans le temps quand j'étais petit, ils étaient tous pareils, ça me donnait pas le goût. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert Harry Potter, j'ai fait waouh, c'est bien bon ça! Alors, de l'âge de 7-8 ans jusqu'à début à mi-vingtaine, j'ai lu quand même pas mal de romans. Et dans les 10 dernières années, je dis pas que j'en ai lu aucun, mais vraiment pas beaucoup. Je suis tombé vraiment dans des biographies, des livres de finances personnelles, des livres de croissance personnelle. Et même là, je lisais beaucoup moins en termes de quantité de livres par année qu'avant. Récemment, j'ai eu envie de m'y remettre et en plus, j'ai commencé à travailler à la bibliothèque municipale à côté de chez moi. Puis là, ben, je baigne là-dedans, ça me donne juste envie. J'ai recommencé à écouter justement des vidéos sur YouTube de gens qui parlent des livres qu'ils lisent. C'est sûr que moi, ma catégorie principale, ça reste fantastique, science-fiction, donc ça va souvent être ça sur le podcast. Mais ceci dit, j'aime quand même d'autres styles à l'occasion. Tu sais, j'ai lu justement dans le passé du Guillaume Musso, Marc Lévy, des petits livres légers comme ça sur la vie en général. Donc, mais j'aime sortir de ma zone de confort. Et puis, c'est... Bon, je vais faire une première critique avant de science-fiction, avant de parler de sortir de ma zone de confort. Je ne l'ai pas avec moi pour vous le montrer parce que c'est un livre que j'avais loué à ma bibliothèque. Je l'ai fini entre Noël et le jour de l'an. Donc, c'est le livre Projet Dernière Chance, ou en anglais Project Hail Mary de Andy Weir, ou Weir. Je ne sais pas s'il le prononce comme un Allemand. Je pense que c'est Andy Weir. Mais bref, pour vous mettre en contexte, Andy Weir est aussi celui qui a écrit The Martian, le Martien, qui a également été adapté en film avec Matt Damon. Donc, j'ai pas lu The Martian, mais j'ai vu le film et j'avais adoré ça. De Projet Dernière Chance, je vais vous le résumer. Je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ça. Puis, faire un parallèle après parce qu'il y a un film qui s'en vient en mars. C'est le film que j'attends le plus pour l'instant en 2026. Une adaptation de ce livre. Donc, Projet Dernière Chance, en gros, ne vous en faites pas, aucun spoiler. Mais on apprend très rapidement que le soleil est en train de mourir. Donc c'est très progressif, mais les scientifiques et les gouvernements ont découvert qu'il perd en intensité depuis un certain temps. Ils se mettent à faire des recherches, ils réalisent que à peu près toutes les étoiles avoisinantes de notre soleil, de notre étoile, sont en train de vivre la même chose. En train de perdre en intensité. Donc tous les soleils, toutes les étoiles je ne sais pas si c'est toutes les étoiles de notre galaxie, mais beaucoup sont en train de mourir. On apprend très rapidement que les estimés sont que d'ici 26 ans, à peu près 25 à 30 ans, la moitié de la planète va être morte parce que la température moyenne va avoir baissé, là, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il me semble que c'est quelque chose comme 9 ou 10 degrés, ce qui est énorme. Donc on retourne dans une ère glaciale, puis bref, problème, on s'entend avec tout, que ce soit au niveau de l'agriculture, les énergies, et ainsi de suite. Donc, plus de la moitié des gens décédés. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Et notre personnage principal, donc Ryland Grace, qui est un professeur de sciences avec les jeunes aux États-Unis. Et c'est un ancien scientifique de carrière qui était censé avoir une carrière dans la recherche. Il a écrit un article qui a été très controversé et il a décidé de tirer la plug. Il a fait fuck tout le monde et puis il est allé enseigner auprès des jeunes.
il y a une dame qui vient le chercher. Donc, je vous fais ça short and sweet pour le reste. Mais elle vient le chercher. Et long story short, elle a besoin de son aide parce qu'ils ont découvert qu'il y a une étoile, Tau Ceti, qui est à 13 années-lumière de nous, qui est pas en train de mourir. Et c'est la seule dans toutes les étoiles. Alors, ils se mettent toute la planète se met en œuvre pour essayer de développer une mission spatiale le plus rapidement possible pour envoyer une équipe d'astronautes, de scientifiques, d'ingénieurs à cette étoile-là pour essayer de découvrir qu'est-ce qui fait que cette étoile-là ne meurt pas et que toutes les autres oui, pour peut-être, idéalement, trouver une solution. Encore une fois, ça n'est pas vraiment... oui. C'est pas écrit sur le quatrième de couverture, mais on le voit dans le trailer, là. Mais en gros, que je vais d'ailleurs juste faire jouer pendant que je vous parle, en enlevant le son, bien sûr. En gros, quand il arrive là, il tombe sur un extraterrestre qui est là pour les mêmes raisons que lui. Donc, lui, cet extraterrestre-là, son soleil est en train de mourir, son étoile est en train de mourir, et il est là pour les mêmes raisons, essayer de comprendre pourquoi Tau Ceti ne meurt pas. Alors voilà, c'est l'histoire, il se passe plein de choses autour de ça, mais long story short, ça vous donne une idée de l'histoire. J'ai adoré ma lecture, pour vrai, ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman dans lequel j'étais investi comme ça. Tu sais, là, quand ils disent en anglais un page turner, là, tu lis une page, tu finis un chapitre, puis il faudrait que tu aies été couché, mais t'as pas le goût, t'as juste le goût de continuer à lire. Ça a été mon cas avec ce livre, avec Projet Dernière Chance. J'ai trouvé qu'il était... Tu sais, oui, il y a des connaissances scientifiques, comme j'ai dit dans la blague l'autre fois, mais c'est vrai, moi j'ai mes chimies et ma chimie et ma physique de secondaire 5. J'aimais qu'il y ait un petit peu de connaissances scientifiques des fois pour expliquer certaines choses. Je prétends pas que je comprenais tout. L'auteur fait un excellent travail de recherche. Il consulte beaucoup de gens pour essayer de bien comprendre certains phénomènes qu'il veut exploiter dans son histoire. Et c'est juste un bon niveau de science. Des fois, tu as certaines infos, mais c'est pas comme 4 pages d'exposition scientifique qui fait que tu décroches et tu perds parce que tu lis juste des chiffres. Quand il y a de l'exposition scientifique, ça va peut-être être un petit paragraphe, c'est assez simple. Si vous êtes un petit peu à l'aise avec la science, vous pouvez comprendre un peu. Sinon, je pense vraiment pas que ça va vous faire décrocher. Le personnage, plus je lisais le livre, plus je me disais que Ryan Gosling, c'était le casting parfait parce que il y a des moments très sérieux, très dramatiques, mais il est aussi très sarcastique, pince sans rire. Donc, on a vu Ryan Gosling dans des rôles un peu comme ça dans le passé. Donc, vraiment, personnage super attachant. Ce qui est super intéressant au-delà de la problématique scientifique, c'est aussi le lien qui se crée entre lui et l'extraterrestre. Smorphin Time! Merci beaucoup, Steve Rogers en plus. Merci pour ton follow. Je croyais avoir enlevé le son des alertes, mais ceci dit, je suis très content de ton follow. Merci Steve Rogers. Bienvenue à toi, Captain America, à bord du Fringe Show. Donc, voilà, j'ai adoré le lien qui se développe entre lui et l'extraterrestre, parce que tu sais, on est habitué aux histoires que ça vire mal, puis qu'il y en a un qui essaie de profiter de l'autre. Mais là, on a deux êtres vivants qui sont là pour essayer de comprendre comment ils peuvent chacun de leur côté sauver leur planète. Notre Ryland Grace, qui est joué par Ryan Gosling, c'est un scientifique. L'extraterrestre, c'est un ingénieur. Donc à deux, ils se complémentent beaucoup. Vraiment super bien exploité. Sans rien spoiler, je dirais que la fin, j'étais comme... Il y a un côté que j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté que j'étais incertain. Je vais pas vous dire quoi, comment. J'ai hâte de voir dans le film comment ils vont le faire, comment ils vont l'exploiter. Donc le film sort au mois de mars. Ça n'a pas du tout diminué mon plaisir de la lecture. C'est quand même overall une bonne fin. On dirait que c'est peut-être le problème des fois de se faire certaines attentes. Je veux pas vous dire c'est quoi mes attentes parce que ça peut d'une certaine façon spoiler qu'est-ce qui est arrivé. Mais bref, voilà, vraiment là, je le recommande si vous aimez la science-fiction. Ça se lit super bien en plus, c'est pas super dense, là, c'est quand même, tu sais, c'est pas du petit texte sur du petit papier, ça c'est vraiment super bien lu, je pense, là je l'ai plus avec moi, mais il me semble qu'il y a autour de 500 quelques pages. Donc voilà, un livre que j'ai dévoré, que je recommande si vous avez aimé soit le livre et ou le film de Martian, parce que bon, l'histoire est écrite par le même gars, c'était super bien écrit. Et j'ai définitivement hâte de voir le film. Bien le bonjour, mon Steve. Merci encore une fois pour le follow. C'est bien apprécié. T'arrives pendant l'enregistrement d'un premier épisode de podcast que je fais sur jeux vidéo, jeux de société, littérature, film. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de
Andy Weir et Projet Dernière Chance. Ensuite, je voulais rapidement, tant qu'à l'avoir là, je vais en parler. Nouvelle très rapide, ça a l'air qu'en France, en 2025, le livre le plus vendu, ça a été un livre d'Astérix. Donc, Astérix en Lusitanie, pardon. 1,5 million de ventes, qui est suivi de tout près par 3 livres de Freda McFadden. Si vous avez vu en ce moment au cinéma le film La femme de ménage avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried, c'est un film adapté de son livre. Et je veux dire, tout de suite en bas d'Astérix, les 3 premiers livres, ce sont 3 livres de Freda. À elle seule, elle fait presque le podium au complet, donc c'est quand même impressionnant. Elle a vendu au-delà de 2 millions de copies. Je la connaissais pas beaucoup, mais là, je commence à voir son nom partout. J'arrête pas de la voir au travail à la bibliothèque. Donc voilà, je voulais partager cette petite nouvelle-là. Sinon, j'avais envie aussi de vous partager ce que j'ai reçu en cadeau. Tantôt, je disais que je veux sortir de ma zone de confort. Eh bien, ça fait plusieurs années que je dis que éventuellement j'aimerais lire un livre de Patrick Sénécal. Donc, si jamais, je sais pas c'est quoi sa notoriété en Europe, mais s'il y a des Européens qui écoutent, au Québec, Patrick Sénécal est très connu. Ses livres sont très appréciés. On a adapté ses livres en film également. Et il est réputé pour être extrêmement sympathique. Ça paraît quand on l'écoute en entrevue. J'ai une collègue qui est aussi écrivaine, qui l'a rencontré à plusieurs reprises au Salon du Livre. Elle dit qu'il est super gentil, qui est un gros contraste parce qu'il fait des livres très dark, des thrillers psychologiques, des fois ça tire un peu sur l'horreur. Encore une fois, je veux pas aller trop en profondeur parce que je ne prétends pas du tout être un expert de Sénécal. C'est pas mon genre à la base. Comme j'ai dit, je suis plus fantastique. Je suis plus science-fiction. Mais j'ai toujours dit que j'aimerais bien en lire un éventuellement. Et ben, le frère à ma blonde et sa blonde à lui m'ont acheté à Noël, entre autres, euh, le plus récent de Patrick Sénécal, le Club M. Je suis pas encore rendu dans les bouts de dark un peu fuckés que je m'attends à voir. Mais j'aime beaucoup la prémisse. Ce sont 2 amis, 2 bons chums. Les 2 sont écrivains. Et les 2 décident d'aller faire une retraite d'écriture de 2 semaines en Allemagne. Il y en a un qui est extraverti, l'autre qui est introverti. Éventuellement, l'extraverti se fait inviter dans une espèce de club select. Il réussit à convaincre, tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de spoiler, c'est encore une fois le 4e de couverture. Il réussit à convaincre son ami de joindre. Et voilà, s'en suivra probablement quelque chose d'assez fucké. Mais je suis bien content d'avoir reçu ça. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire, autre que c'est mon premier Patrick Sénécal. Je sais pas s'il y en aura d'autres après, ça va dépendre de mon appréciation. Et je vais vous dire que même si je finis le livre en l'aimant, c'est sûr que ça sera quand même pas. Je vais pas lire 8 Sénécal par mois. Là. J'ai trop de séries fantastiques, epic fantasy, puis j'ai mis plein de séries dans ma wishlist. Donc j'ai trop de livres que je veux lire pour me dire, bon, ben je lis 8 Sénécal de suite, mais ça voudra dire que je serai ouvert à en lire d'autres dans le futur. Alors, quand je l'aurai terminé, je vous en parlerai sur le French Show. Donc voilà, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Non, c'est pas mal ça au niveau des livres. Euh, on va rentrer dans le varia. Ben, le varia, en fait, il y a une autre catégorie qui sera peut-être pas toujours là, mais écoutez, je peux pas ne pas parler de Stranger Things. Ouh! Premièrement, si jamais il y a d'autres gens qui l'ont vu, je vous demanderai dans le chat, ceux qui sont là en live, de bien vouloir ne pas écrire de spoiler au cas où il y aurait des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion avec les fêtes de regarder. Stranger Things, j'ai écouté la 2e partie quand elle est sortie et la finale, on l'a écouté le 1er janvier, ma blonde et moi. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va juste revenir ici. Je voulais juste avoir un petit fond là, comme ça pendant qu'on en parle. Hein. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est pas que j'ai mis le gros logo de Stranger Things 5 sur l'écran. Bon, ne vous en faites pas, je ne vais pas spoiler. Donc, ça sera pas une chronique de 25 minutes parce que ça pourrait être plus long si on pouvait aller dans les détails, mais bref. J'ai apprécié certains éléments. J'ai vu des gens, j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui des fois vient dans mon stream. Quand que lui stream, je vais sur le sien. Nostalgion, pour ceux qui le connaissent. J'ai vu son post Facebook, il disait 15 sur 10 facile pour la dernière saison de Stranger Things. Agree to disagree.
Non, je suis pas en train de dire que c'était mauvais. On n'est pas dans le niveau de négativité de Star Wars Last Jedi. Merci Steve Rogers de pas balancer de spoil. Moi aussi, je vais essayer de rien dire. J'ai écouté 15 minutes du premier épisode, les acteurs m'ont tapé ses nerfs, j'ai décroché. Ben, je vais revenir un petit peu là-dessus. Là. En fait, je pense que c'est un peu la faute aussi à l'écriture que les acteurs nous tapent ses nerfs. Mais écoutez, long story short, on n'est pas dans la négativité au même niveau que ma haine que j'ai pour la sequel de Star Wars, notamment Last Jedi. On pourrait faire un podcast par entière sur cette merde-là. Mais définitivement, il y a des grosses lacunes. Je m'attends pas à la perfection. Il y a des plot points, il y a des plot holes des fois dans des films ou des émissions que je suis capable d'accepter. Tu sais, ou des affaires qui font pas de sens. Je vais prendre un exemple con, mais dans Maman, j'ai raté l'avion, là, dans Home Alone, quand il est tout seul, puis là, il s'amuse là, chez eux avant que les Wet Bandits ils viennent essayer de cambrioler. À un moment donné, il met son traîneau en haut des marches, la porte ouverte, puis il veut glisser avec son traîneau dans ses marches intérieures pour sortir dehors. On le voit tout quand on regarde le film que les marches avec les rampes sont clairement pas alignées avec la porte. Dans la vraie vie, il rentrerait dans le mur. C'est évident. Mais c'est pas grave. Ça change rien dans l'histoire. La magie est là quand même. Il y a des affaires de même. Il y a des plot points des fois, tu sais, que même si c'est pas expliqué, si ça casse pas une certaine logique, si c'est pas de la paresse scénaristique, c'est correct. Ça a été mon gros problème. Pour moi, Stranger Things saison 5, j'ai apprécié la fin. Encore une fois, sans dire comment ça finit, mais mettons la dernière heure, tous les clins d'œil qui sont faits par rapport. On sait que c'est comme la fin, donc avec les jeunes qu'on suit depuis 10 ans, tout ça, bon, sans aller dans les détails, mais c'était bien fait. Il y avait des côtés touchants, il y avait des côtés émotionnels. Dans la saison au complet, il y a quelques passes qui étaient quand même cool, là, notamment, mettons, j'ai trouvé très hot certaines choses que Will fait à un moment donné qu'il savait pas qu'il était capable de faire. Mais il y a beaucoup d'affaires qui ne fait pas de sens. Encore une fois, je peux pas aller dans les détails, c'est dur d'en parler sans en parler, mais puis tu sais, c'est des affaires qui auraient facilement pu être évitables. Pour moi, les militaires dans toute la saison, c'est de loin la portion la plus faible de la saison. Et il y a des affaires avec les militaires à la fin, vers la fin du moins, qui ne font aucun sens. Puis ce qui me fâche là-dedans, en fait, je vais vous amener une autre dimension, c'est que, tu sais, Last Jedi, c'est déjà à chier, mais la couche, pour moi, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la réaction du réalisateur qui était Rian Johnson, qui avait aussi écrit le film. Quand il répond aux gens qui ont des questions sur les incohérences ou les choses qui font pas de sens, il était très désobligeant, il envoie chier le monde un peu, puis tu sais, lui, il a rien à se reprocher. Je dis pas que c'est exactement ça que les Duffer Brothers ont fait, mais j'ai trouvé une espèce de Q&A qu'ils ont fait avec des journalistes qui posent des questions sur les incohérences et ils ont aucune bonne réponse. Jamais. Ah, ça, ben, je sais pas, I guess. J'invente même pas, ils ont vraiment dit I guess que c'est arrivé de telle ou telle manière, puis c'est pas vraiment important, c'est pour ça qu'on l'a pas montré. Là, c'est comme je dis, c'est dur d'en parler sans en parler, mais il y a plein d'affaires de même. Plein de questions sur les incohérences, puis les Duffer Brothers, t'as vu qu'ils ont juste pas réfléchi, ils ont juste pas pris la peine de trouver une bonne raison. Quelque chose que je me permets de dire, c'est pas vraiment un spoiler, mais quand on est dans l'abysse, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, dans The Abyss, où est-ce qu'il est censé d'avoir plein de créatures, il y en a pas une calice. Ça avec, c'est pas expliqué, fait qu'ils sont en train de se battre contre le gros méchant, contre Vecna, mais il y a aucun Démogorgone. Mon cerveau se mélange tout le temps s'il y a une traduction ou pas pour ça, mais bref. Il n'y a aucune des chauves-souris qui ont tué Eddie dans saison 4. Puis la réponse que les Duffer Brothers ont donnée, c'est ah, ben c'est parce que tu sais, Vecna, il pouvait vraiment pas s'imaginer. Jamais il aurait pu penser que ça allait être ça le plan de toute la clique à la fin. Jamais il aurait pu penser. Le gars, tout le long, le plot point principal, c'est qu'il est dans la tête à tout le monde, puis il sait tout d'avance. Puis là, tu vas me dire qu'il est pas capable. Je veux dire, 6 minutes plus tôt dans le même épisode,
il nous montre qu'il connaît le plan de Eleven, mais il est pas capable de connaître le plan final. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de Démogorgon, puis qu'il n'y a pas de chauve-souris, puis qu'il y a... Fait que, anyway, on pourra en parler longtemps, mais là, ça devient difficile sans donner de détails, sans spoiler. Il y a tellement d'incohérences, il y a tellement d'affaires qui ne faisaient pas de sens. Et tu sais, Captain Phoenix disait justement qu'ils t'ont tapé ses nerfs. Un autre des problèmes, j'ai trouvé, il y a beaucoup trop de personnages. Tu sais, Stranger Things, il y a toujours eu beaucoup de personnages, mais dans saison 5, il en rajoute plein aussi, il rajoute pas. C'est des personnages qui étaient déjà là, mais qui ont donné plein de screen time. Fait que là, c'est comme t'as trop de gens qui font trop d'affaires. En même temps, ce qui fait que tu deviens vite agacé par certaines personnes. Tu sais, il y a un meme qui arrête pas de passer partout que Nancy, c'est saison 1, c'est Nancy, saison 2, c'est Nancy, puis à la fin, c'est Rambo là, avec Sylvester Stallone. Et pour finir, sans rien spoiler encore une fois, je vais vous lire dans un instant dans le chat, mais on s'entend là, tout le monde peut s'attendre à une bataille finale, il n'y a pas de spoil ici, donc je donnerai pas de détails, mais la bataille finale, après 10 ans de build-up, c'est ça qu'ils nous ont donné. Elle est, elle est illogique. Elle est beaucoup trop rapide. Elle surfe sur rien qui a été bâti dans les dernières saisons. Pour vrai, pour moi, l'épisode final, le meilleur bout, c'est pas l'action, c'est vraiment les moments plus touchants entre les personnages. En fait, j'écoutais la review de Jeremy Jones avant de commencer le podcast. Puis il disait que c'est comme si ces bouts-là, les Duffer Brothers se rappelaient c'était quoi qui faisait le charme de Stranger Things, mettons, dans la première saison, puis ils étaient capables de retourner là-dedans dans le dernier épisode. Mais tout ce qui est le paranormal, l'action, puis tout, il n'y a rien qui fait du sens par rapport à ce qui a été mis en place. Pour vrai, on dirait que ça a été botché. Tu m'aurais dit que ça a été écrit par d'autres gens que les Duffer Brothers, je t'aurais cru. On dirait que c'est pas écrit par les mêmes personnes. Je comprends pas. Fait que je peux pas dire que c'est du 15 sur 10. Je peux pas être d'accord avec Nostal Jones. Il y avait des points forts. C'est pas dégueulasse. Ça s'écoute bien overall. Je suis content qu'il y ait une conclusion. Dans le sens qu'on c'est la mode à cette heure que t'écoutes une série ou un film, c'est censé être la fin, puis là, oh, juste avant le générique ou pendant le générique, il y a une main ou des doigts qui montent, puis là, ça te laisse sous-entendre qu'il y a peut-être encore quelque chose. Encore là, on sait qu'il y a encore quelque chose, entre guillemets, parce qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir des spin-offs. Ça, c'est une autre affaire que je suis comme, oh, tabarnak, encore des spin-offs. C'est rare que les spin-offs sont fructueux. Mais bref. Mais c'est juste pour dire que c'est le fun qu'il y ait une fin. Ils ont dit que c'était la dernière saison. Ça feel comme une dernière saison. Donc ça, il faut que je leur donne ça. Alors, il y a vraiment du positif et du négatif dans cette saison-là. Mais pour moi, écoutez, c'est l'ordre que j'avais dans ma tête, puis ça donne que c'est l'ordre que M. Jeremy Jones y a dit. Pour lui et pour moi, c'est en ordre de préféré, saison 1, saison 4, saison 2, saison 3, puis saison 5. C'est encore une fois une série qui termine... au moins, ça termine pas en flop, mais ça termine pas en force non plus. Donc... moi, je les ai vus, nous dit Steve Rogers, mais je vais pas. Ok, non, ça, je l'avais lu tantôt. Captain Phoenix, il dit il faut prévoir beaucoup d'alcool si on doit parler de cette suite de Star Wars. Ouais, ouais. Non, on peut pas parler de Last Jedi sans se fâcher. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de points d'interrogation sur Stranger Things, oui, effectivement. Puis il y en a que ça aurait été facile à combler, là. C'est que si tu laisses des points d'interrogation, mais que c'est voulu, c'est travaillé, puis c'est pour te faire réfléchir, c'est une chose. Mais si tu laisses des points d'interrogation parce que t'as juste botché l'écriture. C'est là où ça vient me chercher. Puis l'écriture est botchée, là, dans la dernière saison. L'écriture est vraiment botchée. Oh my god, Eddie meurt, ben je suis désolé de t'avoir spoilé. C'est comme un des gros plot points que tout le monde parle dans la saison 4 qui est sortie au début de la pandémie. C'était un peu le running gag que tout le monde était fâché que le seul métalleux cool, il meurt. Ouais, Captain Phoenix qui dit qu'avec Vecna, il est conscient télépathe un mardi sur deux, c'est exactement ça. Pourquoi tu sais tout, sauf la fois que tu as besoin de savoir quelque chose, ça? Il y a eu vraiment, vraiment plein d'affaires que j'étais comme... Ah. Puis comme je dis, je peux pas aller dans les détails, mais tout ce qui touche les militaires, là, c'était weird, ça faisait pas de sens. Au début, c'était pas si pire, mais plus la saison avançait, moins ça faisait de sens. La bataille était plus mauvaise que les Ewoks qui frappent des machines avec des cailloux. Pour vrai, oui. Oui. Ça n'a aucun sens que tu builds 10 ans pour nous donner ce qu'ils nous ont donné. Sincèrement, là.
La fin, mais je peux pas spoil, sinon j'aurais exprimé. Ouais, je suis pareil. Là, je vais arrêter parce qu'on pourrait. On pourrait étirer ça, mais c'est ça. Je peux pas en parler plus sans donner de spoiler. On en reparlera peut-être dans un futur podcast, là, après quelques épisodes. Si j'ai un co-animateur qui veut en jaser quand que la poussière sera retombée. Là, je trouve que c'est encore trop frais. Il y a sûrement du monde avec les fêtes qui n'ont pas eu le temps de l'écouter. Donc voilà. Sinon, ben, pour ceux qui sont au Québec, si vous avez écouté le Bye Bye, moi, chaque année, c'est toujours la même chose. Je sais qu'avec Infoman, je me trompe pas, j'adore l'Infoman de fin d'année, c'est toujours excellent. Le Bye Bye, ben, dans les dernières années, c'est toujours hit or miss, mais je trouvais que Simon-Olivier Fecteau faisait une pas pire job. J'irai pas en détail là, dans le dernier Bye Bye, mais j'ai trouvé ça très ordinaire. Il y a des bouts qui étaient pas pires. La limitation de Pierre-Yves McSween puis Luc Poirier de Luc le milliardaire, une émission, c'était excellent. Il l'avait bien. C'était bon. Tu sais, c'était pas que du mauvais. Mais mon gros problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'annonces. Fait que t'as déjà pas tant d'émissions. Puis, j'écoute, faudrait que je le réécoute puis je calcule, mais j'ai l'impression qu'il y a facilement un 40 à 45% des sketchs que c'était des remakes d'émissions. Tu sais, genre des sketchs d'occupation double, des sketchs de anti-gang, des sketchs de telle autre émission. Fait que, tu sais, moi, ça donne que j'en ai vu quand même plusieurs de ça parce que j'écoute ça avec ma blonde. Ben, ma blonde les écoute, puis souvent par la bande, soit je les vois ou de temps en temps, ben, je m'assois avec elle pour passer du temps avec elle, elle écoute ses émissions, j'en écoute. Mais je regardais mon père, sa blonde, une couple de personnes qui étaient là, qui checkent pas vraiment ces émissions-là. Ben 40% du bye-bye, tu catches fuck all. Là, Puis j'ai l'impression que c'était juste ça, c'était interminable. Là. Le bye-bye 2024, j'ai passé un mauvais moment cette année. 2025, c'était mieux. Pas le meilleur, mais mieux. Ouais, mais comme je dis, moi, c'est j'ai trouvé ils ont mis beaucoup trop d'attention à rire des émissions. J'ai pas de problème à rire des émissions s'il y en a que ça vaut la peine. Mais là, on dirait que c'était interminable. C'était juste de refaire des émissions. Tu sais, il y a tellement d'affaires que tu aurais pu faire avec l'actualité, avec Carney, que c'était quasiment un gag quand il faisait sa campagne au début de l'année, qu'il venait au Québec. Ah oui, fromage squee, j'aime la poutine. Tu sais, c'était comme, ça en était ridicule. Tu sais, t'avais plein d'affaires dans l'actualité que tu aurais pu utiliser. Justement, Stranger Things, c'est la grosse affaire. Je veux dire, si tu veux faire des émissions, fais pas juste des émissions du Québec. C'est correct d'en faire du Québec, mais là, c'était anti-gang, Dumas, Occupation double. C'était que ça. Fait que juste pour ça, ça affecte pour la plupart du monde qui écoute pas ces émissions-là, ben t'enlèves un. En 45, c'est peut-être exagéré, mais t'enlèves au moins 40% du bye-bye qui était peut-être moins pertinent. Euh, Éric Duhem, ouais. Ben moi, comme je te dis, mes deux imitations préférées, Luc Poirier, Pierre-Yves McSween, c'était insane, mais j'avoue qu'Éric Duhem était pas pire. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé Éric Lapointe. Moi, je l'ai pas trouvé très bonne, pour être franc. Là. Juste en partant qu'elle dit tabarouette. Éric Lapointe n'aurait jamais dit tabarouette, là. Mais bref, ça c'est moi. Fait que c'est ça. C'était vraiment pas mon bye-bye préféré. Alors, voilà pour le bye-bye. Euh, Voilà, fait que au niveau des sujets, ça fait pas mal le tour. Il me reste quelques points de varia qu'on va pouvoir toucher rapidement, mais ça va faire un podcast qui est un peu plus qu'une heure, mais qui ne durera pas 2 heures, ce qui est bien. Ça me dérange pas que ça dure 2 heures si j'ai un co-animateur, comme ça on peut se parler, mais tout seul, des fois, c'est. L'imitation de Christian Dubé, j'ai adoré. Ouais, Christian Dubé, c'était bon. C'était quand même très bon. Euh, petit varia que j'ai vu en regardant les nouvelles hier, eh bien. Je sais pas si vous la connaissiez, mais elle jouait des fois dans des films aussi avec lui. Elle était comédienne. Je pense qu'elle faisait d'autres choses. Je peux pas dire que je la connais en fou, mais Vic- euh, Victoria Jones, la fille à l'acteur Tommy Lee Jones, a été retrouvée décédée. A été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à l'âge de 34 ans. On n'a pas encore la cause, du moins au moment où je lisais l'article hier. Ils l'ont retrouvée autour de 2h52 du matin le 1er janvier. Bonne année. Euh, Ils savent pas encore, mais bon, à date, tout porte à croire overdose. Alors, voilà, Tommy Lee Jones qui perd sa fille de 34 ans, c'est extrêmement jeune pour mourir. C'est quasiment. J'ai 33. Donc, chaque fois que je vois quelqu'un. N'importe qui meurt, ça me touche, mais quelqu'un qui a mon âge ou plus jeune, ça vient me chercher, puis je me dis, mais je peux mourir demain matin. Donc, voilà. Euh,
Parfait, parfait, parfait. Ça, j'en ai parlé. Ok, ben écoutez, je vais y aller un petit peu très rapidement avec petit peu les nouvelles, qu'est-ce qui se passe justement, là, le podcast, j'en ai parlé au début, mais avec Twitch, avec YouTube et compagnie. Euh, je mentirais pas que tu sais, j'ai commencé l'introduction de l'épisode en disant que je suis régulier dans mon irrégularité. Alors, je ne ferai pas à croire que je suis la personne la plus stable et constante dans ma création de contenu. Ça a toujours été un hobby avant toute chose. Mais à chaque fois que je perds ma constance, c'est en général parce que mon mode de vie change. J'ai un nouvel emploi, je pars quelque part, peu importe. Dès que mon quotidien change, j'ai de la misère en général à continuer. Puis en plus que je n'étais pas très motivé, je savais pas sur quoi je voulais m'aligner avec YouTube, avec Twitch et compagnie. Donc bref. Alors sans faire de promesses, mais je commence à être un petit peu... pour la première fois, sincèrement, en 3-4 ans, j'ai peut-être une idée un petit peu plus claire. Salut Biz! C'est quoi la barre HP en eau? Ah, ben justement, regarde, on va commencer avec Twitch. Tu vois, tu m'aides à faire un segment, une petite passe à la palette. Biz, je veux parler des différents réseaux sur lesquels je suis. Faire des petits call to action, comme on appelle en affaires. On va commencer avec Twitch. Bon, je vais répondre à ta question, Biz, puis après ça, je vais parler de Twitch un peu. Ça, c'est vraiment juste un truc que j'ai mis qui me faisait plaisir. Je l'ai sur toutes mes scènes. En gros, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me follow, envoie des bits, s'abonne à la chaîne, ça me fait des points de dommage. Puis la personne qui me fait le coup de grâce, qui me met KO, je pense un sub c'est 500 HP. Un follow, on l'a vu tantôt, je peux les modifier, là, je l'ai laissé comme il était de base, là, mais je peux mettre les chiffres que je veux. Je sais pas si ces chiffres-là font du sens. Un follow, c'est 5 HP. Des bits, c'est un nombre par bit. Donc, bref. Puis c'est juste un petit élément que j'avais envie de mettre pour ajouter un petit peu plus d'interactivité entre le stream et les viewers. Fait que la personne qui fait le coup de grâce, ben, il devient le boss stream. Donc, dans le fond, c'est le boss du stream. Là, en ce moment, c'est moi parce que c'est moi le boss du stream. Puis si, exemple, t'es le dernier à me faire le coup de grâce, et voilà, tu voulais tester. Là, ça l'a enlevé un. Je peux peut-être mettre un peu plus pour les bits. Là. Comme je dis, j'ai laissé les chiffres de base initialement. Mais il faut que ça fasse du sens financièrement aussi. Là, que quelqu'un qui mette un sub, on s'entend un sub, si j'ai vu ça l'autre fois, c'est rendu pas loin de 10$, je pense. C'est débile, là, mais bref, il faut que ça fasse baisser la vie plus que, mettons, un don d'$1, un follow, whatever. Et quand tu es le dernier à le faire, ben, tu deviens le boss du stream. C'est ta photo de profil qui va être en haut. Et quand tu es le boss du stream, si tu te subs ou tu donnes des gift subs, whatever, ça te heal si tu as perdu de la vie. Puis les autres peuvent Bon, bref. Donc, pour ceux qui écoutent en audio, je suis désolé, vous n'avez pas le visuel. Mais en gros, c'est un petit widget que j'ai rajouté sur. Ça se peut. Biz, j'ai pas regardé récemment. Faudrait que je regarde. Là, mais bref, c'est rendu cher. Fait que ça c'est fou. C'est pour ça que je vais toujours le dire. Je veux pas que personne me donne d'argent. Premièrement, je viens de recommencer, fait que je ne mérite pas que quelqu'un s'abonne. Attendez que je sois un peu constant. Mais deuxièmement, vous le faites juste si ça vous fait plaisir. Vous voulez encourager les streamers ou les créateurs de contenu que vous regardez. Faites surtout pas ça si vous n'avez pas le lousse. À 13$, là, c'est quand même quelque chose. Mais voilà. Alors, Twitch. Donc, Twitch, je vais être de retour vraiment plus régulièrement sur Twitch. Premièrement, ben, il va y avoir l'enregistrement du podcast une fois par semaine. Comme je dis, il n'y a pas encore de journée fixe parce que mes horaires, comme je suis réserviste à la bibliothèque, ça peut changer, donc c'est dur à dire. Puis là, si jamais j'ai un co-animateur, ben, ça va dépendre de ses disponibilités. Donc bref, ça va être toujours annoncé minimum 1 à 2 journées d'avance sur mon Discord que vous pouvez rejoindre avec les liens dans la description du podcast, que vous soyez sur Spotify, iTunes, YouTube, peu importe. Sur Twitch, vous pouvez faire point d'exclamation Discord. Et je veux, après ça, les autres streams, je vais en faire au moins 2 autres par semaine. Je veux j'ai aimé découvrir des démos, puis je vois que le monde aime ça aussi. Fait qu'on va soit découvrir des démos, soit découvrir, tu sais, on accumule les jeux là, qui sont gratuits avec Prime depuis des années, Epic qui donne des jeux gratuits constamment. Des fois, on en achète justement dans les Winter Sale. Je vais faire sortir mon chat, ça c'est le côté poche un peu. Donc, j'aimerais plus souvent découvrir des jeux. J'ai tellement une bibliothèque de jeux gratuits ou que j'ai acheté pas cher. Je me dis, on va découvrir ça. Découvrir des jeux de puzzle, faire plus souvent des streams avec des party games avec soit d'autres streamers ou d'autres viewers. Donc, c'est un peu le but avec Twitch. D'ici un mois, je vais mettre en place, je veux pas mettre trop d'objets, peut-être 3 à 4 max, mais je veux mettre de la merch. Je sais qu'on dit ça, merch,
Bon, ok, de la merch. Ouais. Au pire, j'en vends pas, puis c'est pas plus grave que ça, mais c'est une autre façon d'encourager, de un. Puis de deux, ben, je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec ça, faire des items exclusifs, je vais peut-être en faire tirer des fois. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que les points shine, ça n'a pas rapport avec la merch, en fait, j'ai fait un coq à l'âne, un lapsus dans ma tête. Où je voulais en venir, c'est qu'à chaque mois, je vais organiser un concours. C'est pas encore décidé si c'est moi qui décide jeu de société ou clé Steam ou jeu vidéo, mais à tous les mois, je vais organiser un concours. Et pour participer au concours, c'est pas encore en place en ce moment. On va commencer à faire ça au courant du mois pour un premier tirage en février. Mais ça va être avec les points de shine. Donc, je veux que les points de shine servent à quelque chose. Puis légalement, de toute façon, je peux pas juste faire un concours aux abonnés ou quoi que ce soit. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos points de shine pour acheter des billets au tirage. Puis j'aimerais ça, tu sais, comme là, j'ai regardé, je vais peut-être pogner Red Dead Redemption 2 pendant qu'il est encore en spécial à 18$. Puis je pourrais faire tirer Red Dead Redemption 2 comme premier prix. Des fois, ça pourrait être des jeux de société quand je parle de jeux comme ça. Il y a deux raisons à pourquoi je vais faire tirer des trucs. Puis d'ailleurs, justement, si vous me découvrez sur YouTube ou en version audio sur Spotify et iTunes, si vous avez Twitch, ben, je vous invite à venir participer sur Twitch. Une des raisons, premièrement, c'est que ça donne envie aux gens de revenir puis de rester parce que on aime tous gagner des choses. Donc si tu gagnes des trucs, c'est quand même intéressant. Et puis, l'autre raison, ben, c'est comme ça, je me sens moins mal d'encourager les gens s'il y en a qui veulent s'abonner, acheter de la merch, peu importe. Je vais me sentir un petit peu moins mal parce que je sais qu'une bonne partie de ça va être utilisée pour acheter des trucs à faire tirer. C'est vraiment le but ultime. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que justement, j'ai fait des changements de vie en ne sachant pas quoi faire. Smurfing Time, ben merci Dragon Ball Z Fan 2021 pour ton follow, c'est super apprécié. Bienvenue à toi. C'est un bon moment pour arriver. Tu arrives justement dans un renouveau du French Channel. Je vais streamer un petit peu plus souvent, un petit peu plus longtemps. Et puis, on va pouvoir faire les tirages. Vous allez pouvoir utiliser vos points de chaîne pour ça. Puis, comme ce que j'allais dire, c'est que justement, j'ai fait des choix de vie. J'ai pris un job qu'une amie de Twitch, Kiki, je la salue, elle me référait cette job-là, puis c'était objectivement une très bonne job. Le problème n'était pas avec la job, mais j'ai réalisé que depuis la Compostelle, puis avec l'expérience de vie, j'ai un petit peu changé, puis j'ai envie d'un beat de vie qui fit avec ce que je veux. J'ai envie de faire de quoi que je trouve qui est utile. J'ai envie d'un beat de vie plus relax. J'ai appris, comme je parlais dans ma dernière vidéo sur YouTube, à apprécier la lenteur, à apprécier les petites choses de la vie pendant la Compostelle. Puis cette job-là, ça m'a stressé au plus haut point. J'ai toujours été bon pour gérer mon stress et là, j'étais incapable. Donc, et là, en ce moment, ben, je suis réserviste à la bibliothèque. Donc, je vais voir combien de temps ça va durer. C'est sûr que le problème, c'est que le coût de la vie, comme pour tout le monde, est rendu débile mental. Donc, je sais pas si je vais. Tant que ça t'offre, ça t'offre. Là, ça fait un petit peu plus qu'un mois que je travaille à la bibliothèque, mais je suis réserviste, donc j'ai pas d'heure garantie. Moi, c'est que je me connecte sur l'application, je vois les chiffres disponibles, je postule sur les corps de travail qui m'intéressent. Puis ma boss, ben, elle peut me les donner, dépendamment de qui voulait travailler ce chiffre-là. Si je peux travailler entre 20 et 30 heures, ce serait parfait. Ça me permettrait d'avoir. Tu sais, moi, il faut savoir, ça fait des années que je vis avec un bon salaire en travaillant de temps plein, en faisant des beaux bonus. J'avais quand même de la belle argent qui rentrait. Là, c'est un choix que je fais. Je vais avoir moins d'argent. Mon but à court terme, c'est d'essayer un nouveau lifestyle. Tu sais, il y a une dicton qui dit la folie, c'est de faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Je suis désillusionné du marché du travail. Je continue de travailler pour des compagnies que mon job, tu sais, comme quand j'étais dans l'automobile, il fallait que je m'assure que les gens s'endettent pour que la compagnie fasse du profit. Donc, ça me rejoignait de moins en moins. Alors, ben voilà, j'ai pris la bibliothèque. Si ça peut être assez pour payer mes factures, j'aimerais ça avoir plus de lousse, mais ça serait déjà ça. Donc, de là, tu sais, je m'attends pas, je vivrai pas, là, je vais pas être tryhard, puis je vivrai pas demain matin de Twitch, YouTube. Par contre, mon objectif, c'est simple. Si avec Twitch, à l'intérieur des 4 premiers mois, je suis capable d'avoir une dizaine d'abonnés par mois, ça me rapproche du threshold. Il faut savoir, pour ceux qui sont moins familiers avec comment ça marche, mais sur Twitch, quand tu connectes ton compte PayPal, par exemple, ben, tu es payé à partir du moment où tu as atteint le seuil minimum de 50$. Si, exemple, tu étais à 30$, ben, ils ne te payent pas. Ils attendent que tu arrives à 50$ pour te payer. Donc, je me dis comme objectif numéro 1, c'est tout simplement d'atteindre le threshold à chaque mois.
c'est pas beaucoup, ça va pas payer mon appartement, hein, on s'entend. Mais si à chaque mois, je suis capable d'avoir un versement PayPal, que ce soit à cause de YouTube, ben, grâce à YouTube, grâce à Twitch, éventuellement je vais mettre de l'avant un Patreon aussi, tout ça, ben cet argent-là, je vais pouvoir l'utiliser pour acheter des choses que je vais faire tirer. Et mettons, le Patreon, lui, cet argent-là va servir à financer des aventures pour YouTube. Donc c'est un peu le but, c'est juste d'avoir assez de sous pour autofinancer le YouTube. Ça reste un hobby, mais je peux pas constamment piger dans mon argent. La beauté d'être réservé à la bibliothèque, c'est que comme je travaille moins d'heures, oui, c'est moins payant, mais ça me donne plus de temps pour faire du contenu YouTube. Je vais y revenir à YouTube dans un petit instant. Et bien sûr, pour streamer plus souvent, pour lire plus souvent des romans, pour pouvoir en faire des critiques, tout ça. Donc j'essaie un autre mode de vie, un mode de vie hybride. J'ai essayé les deux extrêmes, travailler non-stop pour une compagnie purement capitaliste et ne pas travailler pendant tout pour faire des projets. Puis ça, dans ce temps-là, ben là, il n'y a pas d'argent qui rentre, fait que je suis constamment plus stressé par rapport à l'argent. Donc là, c'est comme hybride. Il devrait techniquement avoir assez d'argent pour payer les bills. Le reste du temps, je vais pouvoir le mettre sur YouTube et Twitch. Je sais un peu plus où je m'en vais. Ça veut pas dire que des fois, je ne prendrai pas, comme avec UPS pendant le temps des fêtes, des contrats temporaire pour faire un peu plus d'argent, mais overall, ça va être ça. Alors, je voulais vous partager ce lifestyle-là parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus où est-ce que toute la chaîne s'en va. YouTube, je mets toujours de la pression. C'est tout le temps soit que je publie rien ou je suis comme, ah, il faudrait que je publie à chaque semaine. Ben, là, je parle pas du YouTube, du Fringe Show, du podcast, là, mais la chaîne principale du Fringe Channel. Mon objectif à court terme, c'est une vidéo par mois. C'est déjà un bel objectif. On va commencer avec ça. La vidéo sur laquelle je suis en train de travailler, qu'on va sortir début février, c'est ma vidéo, mon petit trip avec mon père aux îles de la Madeleine cet été. Donc ça, c'est la vidéo qui va sortir en février. Et après ça, j'ai plusieurs idées. Je veux que ça reste dans la vibe un peu de la Compostelle, c'est-à-dire que je veux que ce soit des aventures lentes ou des voyages inusités. Je donne un exemple, mais là, bon, ça prend du temps, ça prend un petit peu de sous. Mais il y a le dernier club vidéo Blockbuster en Oregon, aux États-Unis. J'aimerais ça faire une vidéo que je prends le train, puis je fais 3-4 000 km de train juste pour aller au Blockbuster, acheter un film. Tu sais, des affaires connes de même. Faire une retraite en silence, en plein milieu, nulle part. Marcher Montréal-Gatineau. Tu sais, des affaires dans même. Mais ça prend du temps, ça prend... Bon, il y en a qui sont plus coûteux que d'autres, mais c'est le projet pour YouTube. Donc voilà, c'est un peu où est-ce qu'on s'enligne avec tout ça. Alors Dragon Ball Z Fan 2021, Steve Rogers 194. Vous arrivez dans un bon moment. Je vous invite justement, si vous voulez voir la chaîne YouTube, là, pour l'instant, j'ai pas encore fait la vidéo dont je vous parle, mais voilà, c'est là. Alors, podcast, Twitch, YouTube, ça va être le focus principal. Je vais avoir assez de temps pour le faire tout en ayant de l'argent qui rentre. Donc, je voulais vous partager ça. Comme je disais, les streams sur Twitch, il va y avoir plus de découvertes, de démos, de jeux, que ce soit des jeux d'aventure, d'action, de puzzle. Des fois, il va y avoir des party games. Donc, je veux mettre un petit peu plus de vie là-dessus. Et ben, je vous invite vraiment à venir dans le Discord. Je le redis. De un, parce que je fais toujours mes annonces là, mais de deux, je veux que... J'aimerais ça avoir du monde qui des fois, tu sais, là on sait, je vais parler de films, de séries, de romans, de jeux vidéo, de jeux de société. Il y a un channel, une chaîne pour chacun de ces sujets-là dans mon Discord. Et si des fois vous voyez des articles passer ou des nouveautés ou peu importe, ben vous mettez ça là-dedans, puis moi, ben, je peux en parler après ça pendant le podcast, donc ça vous fait participer d'une certaine manière. Moi, je peux regarder les articles que vous avez partagés dans le Discord, puis s'il y a quelque chose qui attire mon attention, ben, on peut en parler. Et j'en profite une dernière fois, jamais 203, pour réitérer que j'aimerais ça, avoir un co-animateur. Ça ne peut pas être n'importe qui, je ne promets pas à n'importe qui se manifeste que ça va être cette personne-là. Comme je dis, je suis j'ai une rigueur professionnelle quand même élevée. Si je vois que c'est quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, ça marchera pas. Ça me prend juste, vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est juste de partager quelque chose que vous avez découvert récemment, peut-être un petit article ou une petite nouvelle, mais je veux que ce soit bien fait. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur les réseaux si ça vous intéresse de vous joindre à moi, parce que ça serait tellement agréable d'avoir un co-animateur qui apparaîtrait dans l'écran, juste là. Ce serait là que le co-animateur serait. On pourrait se discuter, se jaser comme ça.
Donc, c'est ça. Voilà, j'ai fini cette demande-là. Ben écoutez, c'est pas mal ça. Si j'oublie des choses, probablement que j'en oublie. J'en reparlerai au prochain stream, au prochain podcast. À dire, désolé pour ceux qui sont en audio. Je suis tellement habitué quand j'ai le stream devant moi. Alors, je vous remercie à tout le monde. En passant, pour ceux qui sont là sur Twitch, je ne m'en vais pas. On va prendre une petite pause et je vais aller juste grignoter rapidement, mais le stream continue. On va jouer un peu. Pour ceux qui écoutaient le podcast, merci à tous d'avoir été là. Super apprécié. Je vous invite à vous abonner. Si vous m'avez écouté en audio, ben, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Si vous avez écouté le podcast sur YouTube, la chaîne du Fringe Show, donc la chaîne du podcast, je vous invite à vous abonner. On va pouvoir mettre des clips de temps en temps également. Je suis sur Discord, Instagram, Fringe Channel. Ben, Fringe Channel pas mal partout. Instagram, YouTube pour les vlogs d'aventure, si vous voulez voir ma compostelle. Voilà, je suis un peu partout. Fait que c'est ça, le même discours que tout le monde a, mais c'est ça que ça nous prend. C'est ce qui fait en sorte que ça vit et que ça grossit. C'est les petits abonnements et les petits likes. Donc, je vous souhaite un très beau début d'année 2026. Un très beau début de mois de janvier. Et puis, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un épisode du Fringe Show. Et je vous dis à la prochaine fois.